Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandeira. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios Alain Soral pour évoquer avec lui son ouvrage paru récemment aux éditions Blanches, Comprendre l'Empire. Le lieutenant Sturm est à la barre ce soir, assisté à la technique de Lord Sergueï et comme d'habitude pour animer les débats, le camarade PGL. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir Alain, je voulais y revenir. Voilà. Bonsoir. Je voulais y revenir. Alors, Alain Soral, écrivain polémiste, agitateur d'idées, je crois que tu aimes bien cette expression. Intellectuel dissident, d'autres. Ancien adhérent du PCF à la chute du mur. Oui, j'ai adhéré après la chute du mur. Après la chute du mur. Ce qui montre un opportunisme certain. Hein. Voilà. Non mais c'est important de le faire remarquer. Oui, non mais c'est clair. Hein. Autant rendre à César. Hein. J'ai pas dit Chavez français. Alors, dans la poursuite des activités politiques et métapolitiques, un temps conseiller ou un temps membre du bureau politique du Front National également. Du comité central. Comité central, pardon. Oui, j'ai été d'ailleurs coopté par surprise, mais j'ai trouvé ça sympathique. En fait, j'étais pas un candidat du tout. D'accord. Et en fait, j'ai été coopté par le président directement, sans passer par les voies, comment dirais-je, démocratiques et électorales. C'est pour ça que je trouvais ça bien. Oui. Mais ouais, je le porte maintenant comme une espèce de croix, mais finalement, c'est pas honteux. On a tous une croix à porter à un moment ou à un autre. Hein. J'ai fait 7 ans de PC et 1 an de front, mais le front pèse beaucoup plus lourd, visiblement. Ah, c'est le côté... Ah, au compteur, ça compte plus que triple. Hein, oui, c'est pas bon pour la retraite, mais... Pour les points retraite, non, c'est pas terrible. Et donc, principalement aujourd'hui, donc fondateur et dirigeant de l'association Égalité et Réconciliation, dont on dira quelques mots tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des travaux d'écriture, les plus connus que nos auditeurs ont pu lire et relire, bon, sociologie du dragueur, les mouvements de mode racontés aux parents, vers la féminisation, très plaisant, jusqu'où va-t-on descendre, abécédaire de la bêtise ambiante, Socrate à Saint-Tropez, misère du désir, chute, et donc dernièrement, j'en oublie sûrement. C'est le 11e là que je sors. C'est le 11e. Moi, voilà. il y a un roman aussi, La vie d'un vaurien. Ouais, j'ai écrit un bouquin même sur l'histoire de la mode, qui s'appelle La création de mode. À l'époque, je m'étais un peu passionné pour ce sujet. Je suis assez multicarte. Ça, c'est le 11e, ça. Oui. C'est le 11e, d'accord. Et puis un travail d'acteur et de réalisateur aussi. Oui, j'ai fait un peu l'acteur. J'ai fait des courts-métrages. J'ai même fait un long-métrage que j'ai scénarisé, dialogué, réalisé, monté. Voilà. On m'a pas laissé en faire un deuxième. Hein. D'accord. Expérience intéressante tout de même. Ah oui, c'est très intéressant. D'accord. Mais j'ai compris que le milieu du cinéma ne voulait pas de moi. Oui. Et pourtant, à l'époque, j'avais encore jamais adressé la parole à Jean-Marie Le Pen, mais déjà, sans doute, j'avais le mauvais profil. J'aimais bien la technique du miroir sur la chaussure au Jardin du Luxembourg. Hein. Non, c'était un bon petit film sympathique, qui n'est jamais sorti en DVD d'ailleurs. Alors qu'il on le télécharge sur le net assez facilement. Ouais, c'est gentil, mais... je sais bien, je sais bien. C'est notre côté pirate. C'est contre mauvaise fortune bon cœur. Moi, de côté pirate et corsaire, tout à fait. J'espère qu'un jour il sortira en DVD parce que c'est un témoignage, quoi. Et alors, autre activité pour laquelle on vous reconnaît un intérêt certain, boxeur, toujours, amateur. Ouais, enfin non, maintenant je suis instructeur fédéral en anglaise. D'accord. Mais je me suis remis au pied-point. Oui, je continue à m'entraîner. En française, en américaine. Je suis inscrit dans un club de française à Paris, la salle Lafont, qui est la plus vieille salle de boxe française qui existe, Lafont père et fils. Et comme je suis à Bayonne aussi, je suis dans une salle de boxe taille, parce que maintenant tout le monde fait de la boxe taille. Oh, c'est bien. Donc je fais avec chaussures à Paris, pieds nus à Bayonne, ce qui n'est pas tout à fait le même travail, comme vous le savez, parce que c'est pas pareil. Comme ça, je me fais souvent mal aux gros orteils, parce que quand j'oublie que je suis en taille, je mets un pointu pieds nus, et en général, je me flingue le gros orteil. Et l'articulation prend tout ce qu'il faut. Voilà. Ouais, c'est excellent. En général, c'est en fin de round, tu sais. Alors, on te reçoit principalement pour l'ouvrage, Comprendre l'Empire, que nous avons lu avec grand intérêt, et je vais laisser la parole à Pascal, qui va esquisser une lecture critique qui permettra d'amorcer nos débats. Oui, donc Comprendre l'Empire est le dernier ouvrage d'Alain, sous-titré Demain la gouvernance globale au réveil des nations. Alors c'est un ouvrage qui est un ouvrage courageux, il faut le dire.
un ouvrage courageux qui essaie d'établir la généalogie de l'instant présent dans lequel nous nous trouvons à travers donc une exploration de l'histoire de France et du monde par extension, vu le modèle universaliste français entre autres, et puis bien sûr que les éléments sont connectés. Donc Alain a fait toute une généalogie des grands moments qui ont amené aujourd'hui l'assomption de la période nihiliste, chaotique dans laquelle nous essayons vaguement de survivre face à cette tyrannie de la marchandise et bien sûr des oligarchies transnationales. Donc c'est un ouvrage qui se lit facilement. On sent que je me suis laissé dire que la première mouture était beaucoup plus longue et que pour des raisons à la fois de prix, de revient et puis peut-être aussi par rapport à ton éditeur. Une volonté pédagogique, c'est que moi, je vois pas l'intérêt de faire. Moi, j'avais 600 pages de puis tu nous as pas brevet de notes infrapaginales. Voilà, j'ai pas fait l'universitaire, c'est-à-dire que mon éditeur m'a dit, je lui ai dit, il faut faire un livre de moins de 15 euros. J'ai toujours fait des livres à 99 francs, pas plus de 100 balles, parce que moi, quand j'étais jeune, j'achetais jamais un livre à plus de 100 balles, donc je m'en souviens. Et donc, il m'a dit, si tu veux que ça fasse 15 euros, faut que ce soit 240 pages, parce qu'il y a des règles, il y a des formats, oui, bien sûr. Et après, il y a des cahiers en plus. Si on passe au-dessus de 240, c'est pas 241, c'est l'histoire de cahiers, donc c'est après beaucoup plus. Et en fait, je me suis débrouillé pour que ce livre fasse exactement 240 pages, et il fait 240 pages. Voilà. Donc j'ai réduit de 600 à 240. La synthèse et les coupes ont été difficiles, j'imagine, non ? C'est un livre très synthétique. Oui, on le sent, on le sent que tu aurais pu développer. C'est ce qui fait, je crois, aussi en partie son succès. Oui, je crois. Alors donc il n'y a aucune note, aucun renvoi aucune bibliographie, parce que je crois qu'aujourd'hui qu'avec Internet, quand il y a un mot sur lequel on bute ou quelque chose qui vous intéresse, par 3 clics, vous trouvez quand même, si vous avez un cerveau à peu près structuré, vous trouvez ce que vous voulez sur Internet pour compléter. Avant, il fallait aller en bibliothèque. Oui, exactement, toujours des pistes de réflexion. Voilà, et le lecteur, averti, il ira chercher par lui-même. J'essaie de dire le minimum, de manière de plus condenser ce qu'il faut pour que le gars se pose des questions. Et s'il veut en comprendre ou en savoir plus, il a les mots-clés pour aller chercher un peu plus. Moi, je dis très sincèrement, c'est un ouvrage qui est vivant, agréable à lire, ça stimule, quoique, quelle que soit la sensibilité en tout cas du lecteur, ça pousse à aller plus loin et surtout, pour une première approche, c'est convaincant. Enfin, d'ailleurs, moi je regarde Amazon parce que Amazon pour moi c'est le premier libraire de France. J'ai vu que j'avais déjà 33 critiques sur le bouquin, ce qui est pas mal. Et il y en a 32 dithyrambiques et une très très négative qui dit un livre dangereux. Alors moi j'ai pas compris dangereux pour qui. Non, elle est positive donc. Du coup. Non, le mec qui dit dangereux, il oublie de préciser pour qui. En fait c'est dangereux pour lui. Il faudrait savoir ce qu'il représente quoi. J'irai pas plus loin. Ouais, mais c'est clair, c'est toujours pareil. Donc en fait, écoute, on voit que tu as beaucoup lu. On peut deviner avec un œil averti un petit peu quelques-unes de tes références. Tu as donné des précisions. Il ne faut pas oublier que j'ai 52 ans cette année et que je lis 3 heures par jour en moyenne depuis l'âge de 18 ans et essentiellement des essais, de la philo, de l'histoire, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu as beaucoup lu aussi depuis tes précédents essais. J'ai continué, j'arrête pas. Oui. Mais surtout, tu as rajouté des références qui étaient sûrement des découvertes. Je pense notamment à la pensée traditionnelle. Oui, je suis passé la pensée maurassienne. Enfin, je suis venu du marxisme pour aller vers la pensée traditionnelle et je ne pose pas l'une à l'autre. J'essaie de voir comment exactement. On voit que tu essaies, avec plus ou moins de bonheur, d'allier un petit peu les deux approches. Donc, on voit quand même des traces encore du matérialisme dialectique qui reste dans ta... Je pense que c'est un outil très performant pour parler de la société libérale. C'est un outil qui a double face, qui est à la fois qui donne un éclairage intéressant, un éclairage indispensable, mais qui parfois aussi peut être vecteur de réductionnisme. C'est-à-dire que le risque qu'il y a, et ça pourrait transparaître à cet moment de ton ouvrage, c'est que tu restes de pensée par exemple binaire, donc avec un schéma, si tu veux, strictement bipolaire, dans lequel après tu vas insérer des cas d'espèces que tu prendras dans l'histoire. Je montre justement que à partir de ce travail justement de binaire, où je m'appuie d'ailleurs sur ce qui nous est imposé en politique, je dis finalement que les catégories gauche-droite éclatent, que finalement il y a deux gauches, deux droites. Oui, mais je dis au-delà de clivage droite et gauche. En fait, ce cadre binaire, je le respecte pour le faire éclater, si tu regardes bien. Oui, mais des fois, on sent encore qu'il manque une certaine dimension par rapport, notamment le fameux tiers exclu, que des fois, on laisse de côté. Enfin, moi, je te dis ça dans la mesure où, autour de cette table, donc tu as deux gentils animateurs qui ont été très, très marqués par la pensée du Grèce, de la vision transdisciplinaire de nouvelle droite, et qui, dès le début, nous avaient habitués à éviter de sortir, à essayer de sortir, d'une vision justement strictement bipolaire ou manichéenne, c'est-à-dire, en rétablissant la coincidenza oppositorum, en essayant de penser ensemble des concepts qui très souvent avaient été opposés, donc ça avait été les travaux pionniers à l'époque des années 70, où on n'opposait pas révolution et tradition, par exemple, modernité et
racinement, etc., etc. Il y a des, comment dire, il y a des pistes dans mon bouquin là-dessus. Oui, bien sûr, il y a des pistes. Mais d'abord, quand je parle des fois d'alliances inédites, je les précise pas trop déjà pour, je dirais presque des raisons de police. Oui, bien sûr. Non, mais là, le commande très bien. Il y a du non-dit. Il y a du non-dit quand même dans le bouquin. Et puis d'abord parce qu'effectivement, ce sont des alliances inédites et que je pense qu'elles le sont toujours d'une certaine façon. Et elles sont peut-être, elles sont d'avenir. Elles sont pas elles sont pas à chercher dans le passé, elles sont à créer demain. Voilà. En tout cas, moi je dirais tu vas revenir là-dessus, notamment par rapport au survol historique que tu fais dans la genèse, du règne de la banque et des rapports entre la raison, entre la religion, l'ancien régime, le système tripartite du Mésilien que tu mets en avant, assez justement à mon sens. Bon, on va revoir un peu tout ça. Moi, en tout cas, de par ma formation d'historien, et pour avoir aussi un petit peu lu depuis moins longtemps que toi, mais pas mal de choses également. Moi, je trouve franchement, ton analyse est très convaincante. Sur la plupart du déroulé historique, jusqu'à nos jours. On pourrait toujours chipoter, etc. Mais bien sûr, on n'est pas là pour ça. On n'est pas dans la discussion on fait pas des questions. De toute façon, il y a un effet de synthèse. Voilà, c'est un ouvrage de combat. Voilà, t'as fait des choix, bien sûr. Notamment sur ce qui s'est passé après-guerre, j'ai montré vraiment une ligne de force. Tu vois, sur De Gaulle, Toc-Toc, Mitterrand, les nouvelles alliances. Enfin, tu vois. Et puis la période récente. T'as remarqué qu'en fait, c'est comme je dis pas une longue vue. On a des grandes fresques au début, enfin des plans très larges, et à la fin on est sur d'année en année, tu vois. Le remplacement de Julien Drey par Finkielkraut, tu vois, c'est comme un film d'action, tu sais, ça s'accélère. Là on est presque au jour le jour à la fin, et jeudi demain c'est Strauss-Kahn, Marine Le Pen au deuxième tour, c'est mon petit pari, et ça les gens rigolaient il y a un an ou quelques mois, peut-être pas un an, mais il y a 6 mois quand je disais ça les gens rigolaient. Aujourd'hui c'est de moins en moins rigolo. On va en reparler tout à l'heure parce qu'effectivement ça fait de moins en moins rire, j'ai l'impression. Certains également. Enfin, nous, ça continue à nous faire vraiment rire aux éclats. On en jouirait presque. Non, en fait, la plus grande différence de sensibilité et d'appréciation, entre nous, mais après, ça n'empêche pas que ton analyse est vraiment plus que pertinente, c'est qu'à notre sens, tu te situes encore au sein de la vision du monde que tu dénonces. C'est-à-dire que, tu vas peut-être me reprendre et me contredire. Je pense que ça serait difficile de faire autrement. Non, mais c'est pas ça. C'est que, je pense que tu te situes dans la vision universaliste française, que tu vas opposer à la vision universaliste judo-protestante, mais tu restes quand même dans un schéma universaliste qui est issu, au mieux, du creuset des Lumières, et au pire, entre guillemets, comme l'avaient montré notamment les travaux de la droite, mais aussi de nombreux historiens, comme Jean Delumeau, Michel Blais ou Philippe Voltaire, etc., de la vision du monde judéo-chrétienne. Et quand je dis vision du monde, tu as bien compris que je ne m'arrête pas à la forme religieuse. Je parle que cette vision du monde s'est déclinée après sous des formes laïcisées, idéologisées, dont le libéralisme et le socialisme sont issus. Qu'ils étaient bourgeois ou prolétariens. D'ailleurs, je montre bien que c'est les deux faces d'une même médaille. Oui. Et puis après, parfois, je parle d'âge sombre. Effectivement, je parle même de Kali Yuga. Oui, là, tu reprends la théorie des cycles, la théorie traditionnelle. Mais je dis, là, on passe dans... C'est, comme dirait l'autre, c'est un vrai changement de paradigme. Là. C'est-à-dire que là, j'ai plus de repères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est même là, en ce moment, je parle aussi de convergence d'une analyse matérialiste sur les contradictions du système. Et aussi l'apocalypse de Jean. Si à un moment donné, la fin des temps s'accomplit et qu'il y a une intercession divine, moi, je suis dans le concept. À ce moment, j'ai plus rien à dire. Je regarde les anges descendre et accomplir la prophétie, si tu veux. Mais moi, en fait, effectivement, je suis toujours sur ces outils de la philosophie, du concept. Mais tu es au sein de la même vision du monde. Et c'est pas très étonnant que tu rejoignes en fin de compte ce qu'il y a de meilleur de le catholicisme, le catholicisme social, et que tu montres qu'en fin de compte, le catholicisme qui était structurant historiquement à tout point de vue, au niveau sociologique, au niveau culturel, au niveau bien sûr spirituel, a été remplacé par une sorte de théodicée laïque, qui se décline sous le fond de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, de la franc-maçonnerie comme religion sans révélation, mais religion parce que Église, voilà. Mais de notre point de vue, on reste toujours dans le même schéma. Alors plutôt le franc-maçonnerie d'hier, celle d'aujourd'hui est un peu déliquescente. Oui, après je montre comment c'est devenu. Le mondialisme a fait évoluer ces maçonneries Troisième République et moyenne bourgeoise de province, avec ce qu'on appelle les hyperclasses. Là, j'essaye surtout de faire un travail déjà un audit complet et surtout une remise à l'endroit de tout le mensonge médiatique, parce que déjà là on parle entre initiés, mais déjà pour les gens à qui je vends ce livre, qui sont souvent des jeunes issus de l'immigration, des jeunes issus du gauchisme, parce que moi j'ai une clientèle, des jeunes issus du droit de l'homisme, c'est leur montrer, non mais c'est clair, sans les prendre de plein fouet,
si tu veux, à montrer la manière dont ces concepts sont réversibles. Quand je parle de passage des Lumières à l'obscurantisme des droits de l'homme, je montre bien comment, de toute façon, ces choses-là, quelles qu'elles soient et quelles qu'elles aient été, ont été totalement inversées de A à Z. Voilà. Ce que disait le Christ, d'ailleurs, au marchand du temple. Hein. Voilà. Donc, effectivement, je pars d'abord de ce que je connais bien, parce que moi, j'ai une formation de hegeliano-marxiste. Hein, je viens du matérialisme dialectique. Mais ça m'empêche pas, à un moment donné, de montrer que finalement, même par cet outil d'analyse, on arrive à de telles contradictions quand on regarde le système, que les manières d'échapper à tout ça nous amènent parfois des sorties complètes, notamment du progressisme, se poser la question de la décroissance, se poser la question même carrément de vision du monde totalement autre, comme celle des Volas, etc. Je pose ces questions. Mais ça, c'est vraiment le monde autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Le problème de la pensée, c'est les médiations. C'est qu'à un moment donné, il y a une rupture causale, il y a un saut dans le vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit tu crois à l'histoire, on va dire, helléno-chrétienne, enfin, tu es sur ce truc-là, soit tu es sur les hyperboréens, mais à un moment donné, il y a plus de médiation entre les deux, tu vois. Il y a un saut dans le vide, tu vois. Réellement... Il y a plus de continuité, enfin, il y a eu des discontinuités. Maintenant, voilà, on peut s'y situer dans la vision linéaire, tu vois, dont l'idéologie du progrès est une dernier succès d'année, ou alors retrouver une vision cyclique ou sphérique, comme Nietzsche l'avait mise en avant. Mais Nietzsche, justement, ce que je dis, c'est que des intuitions, c'est pas du concept. À la limite, il peut pas le démontrer. Non, mais intuitivement, il ne démontre rien. Ouais. Il à un moment donné, il nous prend au piège presque de la rêverie poétique. Et si le monde était totalement autre, en réalité, si la philosophie n'était pas un progrès, mais une décadence, si la technique était finalement une béquille et une prothèse, donc une perte de maîtrise et non pas une régression et pas un progrès, quand tu poses ce genre de questions, tu es obligé d'abandonner toutes les armes, tu vois, dont tu utilises. C'est-à-dire que par l'outil progressiste, tu peux pas aller vers la tradition. C'est simplement, je te dis, quand tu passes de la raison à la foi. Moi d'ailleurs, j'explique bien comment le piège de l'Église, c'est qu'elle est obligée de justifier par le logos une foi, ce que ça s'appelle une théologie, et que le logos c'est le cancer de la foi, puisque c'est à un moment donné, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais justifier la foi par la logique, c'est faire entrer l'ennemi dans la maison, parce que la logique n'a pas besoin de la foi. Et non, si la foi ne se discute pas. Oui, mais malheureusement, si, parce ça ferme le débat. Dans une société humaine, si. Oui. Et ça s'appelle la théologie, tu vois, et que ça donne la rhétorique. Et à un moment donné, c'est le ver dans le fruit historique, c'est qu'à un moment donné, ce sont des chrétiens qui expliquent le mystère chrétien en se servant du logos grec, et puis petit à petit, le logos grec dissout la foi, et il ne reste d'ailleurs que le logos. Et c'est le processus du XVIIe, XVIIIe siècle français. C'était passé à l'époque du politisme grec aussi, hein. Il y a eu cette période. Oui. Donc, mais nous, c'est très important parce que c'est les Français qui l'ont fait. C'est le XVIIe, XVIIIe siècle, à un moment donné, tu passes de Pascal à Jean-Jacques Rousseau, tu vois. Et finalement, il n'y a même pas de coupure, mais simplement la disparition progressive. Dieu, finalement, ne sert presque plus à rien, puisque c'est un peu comme Louis XIV qui appelle les bourgeois pour vaincre la noblesse, puis à un moment donné, les bourgeois n'ont plus besoin de la noblesse ni de Louis XIV. Et c'est Louis XVI qui est chassé. On a le même genre, si tu veux, d'analogie, tu vois. Et ça, dans mon bouquin, je fais ce travail-là. Ah oui, ça, c'est très patent et en même temps, ça permet aux gens toujours avec cet esprit de synthèse, d'aller clairement au centre au nœud des bouleversements et au point de bascule des époques. Hein, là-dessus. Et puis que les gens se posent des questions, parce qu'en réalité, je prétends pas moi avoir les réponses. J'ai connu l'arrogance marxiste-léniniste qui prétendait être une science, qui ricanait sur tous les autres. Et moi, j'ai connu un peu cette arrogance-là qui est très adolescente, hein, surtout quand on découvre un outil aussi performant. D'un seul coup, on devient une espèce de croisé, de fanatique. C'est ce que je dis aujourd'hui sur Mélenchon. C'est les derniers convertis. La seule religion fanatique qui existe, c'est la franc-maçonnerie. Toutes les autres religions doutent finalement à cause du poids de l'histoire et de ses contradictions. Il y a que les mecs de Goliath ou Mélenchon pour avoir des flammes qui sortent des yeux quand ils parlent de l'athéisme ou de Dieu. Les autres sont tous dans le doute, le questionnement, etc. Oui, bon, à des degrés divers, mais bon, c'est vrai que, comme tu dis, l'histoire a pu engendrer des doutes sur pas mal de points. Et moi, tout mon travail sur le marxisme, où je montre qu'en réalité, toute cette lecture, justement quand tu dis que c'est binaire, là je te reprends un peu, quand j'ai dit que toute l'histoire du prolétariat bourgeoisie est une escroquerie, qui en réalité est un complot contre les classes moyennes, qui sont en fait la classe révolutionnaire, où là je reprends les travaux un peu de Michéa, de Christopher Lasch, etc. C'est assez subversif parce que c'est le tir exclu justement. Finalement la classe révolutionnaire c'est le petit bourgeois, c'est celui sur lequel il y a consensus entre la bourgeoisie lettrée et les prolétaristes qui sont en fait des clercs. Toute la lutte des classes s'est faite sur le dos du petit bourgeois. Et je démontre aujourd'hui, par l'outil marxiste, que le petit bourgeois, finalement, est celui par lequel passe la clé révolutionnaire. Et que c'est finalement lui, la classe productive, etc. Donc, je m'amuse aussi, tu vois, à faire péter ces schémas-là. Bien sûr. Alors, où en es-tu, justement, de cet héritage marxiste
Là, tu nous dis que tu t'en sers, tu te sers de l'outil, tu l'utilises là aussi comme levier, la grille d'analyse. Et finalement, quel regard tu portes maintenant avec donc quelques années de recul sur tes premiers engagements et on va dire tes premières utilisations de l'outil en tant que grille d'analyse. L'outil, il est très performant. Le problème après, c'est la réalité humaine. C'est-à-dire que pour ce qui est de critiquer ce qu'on appelle la dérive du capital, tu vois, le capitalisme libéral et après capitalisme monopoliste d'État, monopoliste supra-étatique dans lequel on est aujourd'hui, c'est très performant. Mais après, quand tu appliques ça à des projets humains, avec une espèce d'idéalisation du prolétariat, fantasmé par des gens qui sont issus de la grande bourgeoisie ashkénaze, que tu vois, là, tu as l'impression, tu dis, mais quelque part, c'est comme la religion. Finalement, c'est pas plus délirant de croire, de fonder un monde sur le fait qu'un petit bonhomme a ressuscité le 3e jour, d'un point de vue, ou de se dire qu'à un moment donné, le messianisme prolétarien, quand tu lis Histoire et conscience de classe de Lukács, c'est aussi naïf et aussi religieux finalement dans le désir d'espérer à tout prix. Il y a un messianisme qui est vraisemblable. Simplement, il est ramené sur Terre. Il est bon. C'est le prolétariat qui est ramené comme l'acteur de l'histoire. Il peut après du grand soir, etc. Le marxisme est un espoir savant. C'est-à-dire en fait, tu as envie que le monde change et c'est presque un projet magique et adolescent et très chrétien d'ailleurs, quelque part, de partage, de sortir de la violence et de la laideur bourgeoise, de l'égoïsme, etc. Beaucoup de penseurs l'ont montré. Et comme tu peux pas croire en Dieu, tu t'appuies sur la toute-puissance du concept. Tu dis, le concept va nous amener à la parousie, tu vois. Contre le réel, d'ailleurs. Oui, contre le réel. Mais c'est que quelque part, moi je le dis d'ailleurs dans ma défense de l'URSS, je dis pour que les Russes aient quand même marché dans la combine plus que tous les autres, où il y avait une intelligentsia très religieuse et qui rêvait beaucoup de révolution, notamment la manière dont Tolstoï a vu l'arrivée des combats prolétariens. Oui, c'est parce qu'en fait, dans un monde qui sortait de 15 siècles de christianisme et qui avait imposé un siècle de violence libérale, athée, réelle, c'est-à-dire de dictature de la marchandise, il y avait une telle nostalgie de la promesse chrétienne de vie comme partage et du nous avant le jeu, etc., que finalement ils se sont jetés sur le communisme comme un christianisme de substitution. Le communisme s'est greffé dessus. Oui, là, beaucoup de travaux l'ont très bien montré. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais opposé violemment le communisme comme projet à la vision chrétienne, parce que ce sont deux visions totalement contraires à ce qu'on appelle la vision de Stuart Mill, c'est-à-dire le monde selon l'individu égoïste, avec cette idée que l'intérêt individuel fait le bien de tous. On est dans le monde, que ce soit le monde communiste pensé et le monde chrétien, le monde où le nous passe avant le je, le monde qui est fondé sur le don et la réciprocité, ce qui rejoint aussi les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire que c'est l'échange qui prime, le don et le contre-don, l'histoire du potelage, le prestige, le prêt pour le prestige et non pas pour le prêt pour l'intérêt, c'est-à-dire tu existes parce que c'est toi qui donnes le plus, ce qui est la prodigalité, la générosité, tu vois, la puissance comme ça, bien sûr, contemporaine. Et moi je vois des ponts entre tout ça. Et pourquoi je m'amuse à remettre ces ponts? Parce que ces ponts, c'est ma vie à moi. Comment moi j'ai pu passer d'une enfance chrétienne, j'étais quand même à Elevastan, je voulais être père blanc quand j'avais 12 ans. Comment je suis devenu marxiste-léniniste à un moment donné, comment finalement j'ai l'impression d'avoir jamais renoncé à rien en m'intéressant aux alliances inédites des années 30. Aujourd'hui d'ailleurs, quand tu nous tiens le propos « je lutte contre Satan » à maman, d'ailleurs tu nous tiens aussi un langage très c'est la même chose, très marqué par ça. Mais que ce soit métaphorique, par le langage religieux, que ce soit réellement religieux ou métaphorique, le diable existe. Satan, le maître de... c'est le maître de la terre, les lumières d'ailleurs, c'est les mêmes mots, et c'est le mammonisme. Le mammonisme, c'est le mal, c'est Satan. Je le vois parce que j'ai des années d'existence. Oui, en tout cas, tu es cohérent par rapport à ton héritage, à ce qui t'a structuré et t'a formé. Bon, là, voilà. Quoi. Même si après, nous, dans notre société, on ne partagera pas peut-être le même vocabulaire, même rhétorique, bon, peu importe. La question n'est pas là. Mais c'est vrai que... Après, c'est l'histoire des hommes de bonne volonté, excuse-moi. C'est à un moment donné, il y a des gens bien, des salopards, et il y a des marqueurs pour les identifier, tu vois. Et ces marqueurs sont universaux, tu vois. La trahison, le vol, la lâcheté, enfin, je veux dire, quelque part... le héros du film est toujours le même. Tu vois ce que je veux dire ? Le méchant n'est jamais le personnage auquel on s'identifie, tu vois. Alors que moi je dis le mensonge du cinéma, c'est qu'on fait gagner le bon à la fin, alors qu'en fait dans la vie réelle il perd toujours. Et je dis c'est ça l'escroquerie d'Hollywood, c'est de te faire croire que le combattant unique et combattant du bien gagne, alors qu'en réalité l'histoire démontre qu'il est systématiquement défait. Voilà, ça c'est le mensonge. Ça permet d'entretenir l'illusion. Exactement. Alors, d'une vertu du système. Justement, pour revenir au premier chapitre de ton ouvrage,
certains lecteurs peut-être vont être un peu surpris de te voir dresser un portrait non diabolisé, en tout cas à des années-lumière de l'historiographie républicaine de Michelet, par exemple, et autres, de la société d'Ancien Régime, où tu vas reprendre aussi donc, le schéma tripartite de Dumézil, montrer qu'il y a une inversion, etc. Tu peux un peu revenir là-dessus? Qu'est-ce qui t'a un peu amené à rétablir cette réflexion? Rétablir un peu la vérité. C'est-à-dire que moi, les gens disent, ouais, donc vous êtes néo-monarchiste. Je dis, c'est pas la question. Je dis, le roman national républicain s'est fondé, exactement d'ailleurs comme le roman national du FLN pour l'Algérie, sur la diabolisation du régime d'avant. Et c'est une diabolisation politique volontaire, instrumentale, etc. Ouais. À un moment donné, on fait excessive outrancière surtout. Par définition. Par définition, puisque par définition. Et donc je dis, à un moment donné, il faut rétablir un peu la vérité. Et comme moi j'ai été élevé en tant qu'enfant de la République dans l'idéal républicain, c'est un travail sur moi que je fais aussi. À un moment donné, il faut que je travaille sur cet idéal qui m'imprègne, ce qui est le plus dangereux, parce qu'en fait c'était ma nourriture, c'est notre nourriture de jeunesse, c'est l'école, voilà. Et je fais le travail, et c'est pas une réhabilitation d'Ancien Régime. Je dis finalement, il n'y avait pas d'absolutisme. Les corps intermédiaires étaient l'équivalent en fait de la séparation des pouvoirs, etc. Et en fait, fonctionnait relativement bien d'ailleurs. Oui. Et en fait, c'est un régime qui a été remplacé par un autre parce qu'en fait, il ne croyait plus assez en lui-même et finalement, il n'avait plus. Il était en perte de virilité et de méchanceté. Et en réalité, le régime qui gagne est toujours le plus brutal, le plus méchant, mais aussi celui qui croit le plus en lui-même. En réalité, l'ancien régime est tombé, et je le démontre dans le truc, parce que l'aristocratie ne comprenait plus la nécessité d'être catholique, parce qu'ils étaient eux-mêmes fascinés par les Lumières, je le démontre, je suis allé le chercher aussi chez Sorel. C'est ceux qui ont promu... Mais il y a eu une faillite des élites, en fait, structurante. Ceux qui ont promu l'encyclopédie, c'est la noblesse. Parce que je trouvais ça plus excitant que c'est la noblesse éclairée. C'est la noblesse éclairée. Bien sûr, mais à un moment donné, comme ils avaient le pouvoir de façon héréditaire depuis des siècles et des siècles, ils n'ont plus compris que le pouvoir était aussi une violence à maintenir, un rapport de force. Et surtout, il a manqué la circulation des élites chez Pareto, une renouvellement, une régénération et puis aussi de quelque chose qui est devenu une caste, en fait. Je crois qu'ils sont devenus... Il y a une confusion, c'est ce que tu soulignes. Ils sont devenus trop gentils, même, je dirais. Trop gentils. Parce qu'en fait, les révolutionnaires veulent tuer l'Ancien Régime, alors que l'Ancien Régime est très intéressé des idées nouvelles. Et quand tu vois le courtisan domestiqué de Versailles, le film de Lecomte, par exemple, Ridicule, le montrait assez bien. On est loin du noble encore du XVIe siècle qui s'affirme avec panache et bravoure, avec cet esprit français. Cette analyse, je l'ai fait dans mon bouquin, je l'avais déjà fait d'ailleurs en sociologie de Dragueur. C'est-à-dire que Louis XIV, pour vaincre la noblesse qu'il avait failli le mettre à bas au moment de la Fronde, les enferme dans une cage dorée qui est Versailles et en fait une caste totalement parasitaire, mais en faisant ça, il tue le système aristocratique parce qu'il reste tout seul en haut. Ici la branche. Il détruit toutes les médiations et surtout il s'appuie sur la bourgeoisie entièrement, de Colbert à Necker, et à un moment donné, la bourgeoisie n'a tout simplement plus besoin de lui. Et ça, j'ai dit, en fait, Louis XIV est le plus grand roi de France, mais c'est c'est le dernier. Parce que déjà, Louis XV, c'est un traître, c'est un membre de l'hyperclasse qui travaille pour le roi de Prusse. Il a déjà perdu, lui, le sens de la continuité nationale. Enfin, à l'époque, ça s'appelle pas la nation, mais c'est quand même le pays. Et finalement, on voit bien que quand on analyse, parce que ça, c'est les gens les nostalgiques de l'Ancien Régime, ce qui m'agace chez eux souvent, c'est qu'ils ne comprennent pas que si la monarchie est tombée, c'est qu'elle méritait de tomber. C'est qu'à la limite, le fruit était mûr. Donc à un moment donné, c'est plutôt que de dire « Ah, les salauds qui nous ont mis dehors », c'est comprenez pourquoi vous avez perdu le match. Non, mais quelque chose devait se produire. Parce que vous avez accumulé toutes les erreurs. Même que, à un moment donné, le régime tsariste tombe en 17 parce que, comment dirais-je, la noblesse russe commet toutes les erreurs. Elle ne voit pas les signaux, elle répond mal aux questions. Le tsar de l'époque aussi n'est pas à la hauteur, comme Louis XVI, qui était qui aurait fait un bon serrurier, tu vois, mais qui c'est ce que je suis en train de dire. Effectivement, à un moment donné, quand tu perds le pouvoir, c'est que tu mérites de le perdre. Il n'y a pas d'injustice. Là, je suis matérialiste. Oui, mais les monarchistes peuvent pas le voir, ça. Enfin, certains le... Mais je pense que Maurras, dans toute sa régénération du système monarchique, alors qu'il est à la limite, il est royaliste par nationalisme et il est catholique par raison d'État. Par raison, voilà. Oui, voilà. Lui, il essaye de revenir à la monarchie sans être dans la nostalgie et la revanche. C'est-à-dire qu'à la limite, il n'est pas réactionnaire. Il n'y a rien de pire que la pensée réactionnaire, parce que la pensée réactionnaire est une pensée apolitique. C'est une pensée de témoignage culturel. Elle ne produit jamais rien sur le plan du combat politique réel. Puis on est socialiste de la lettre, surtout. Donc, intégralement. Donc moi, je veux bien qu'on soit monarchiste, mais pas monarchiste en tant que réactionnaire. Monarchiste comme... Parce que c'est une solution au problème d'aujourd'hui. C'est un principe, comme Rudy Vola. Et une manière de continuer à avancer. Et pas parce que c'est dégueulasse, on nous a piqué ce qui était à nous, rendez-nous... Avant, c'était mieux. Rendez-nous les bijoux. En général, d'ailleurs, les types qui font ce genre d'apologie démontrent par leur personnalité, leur personnage, leur peu d'intelligence et leur peu même de virilité politique, qu'effectivement, il n'y avait rien à sauver. Quand on voit la famille royale aujourd'hui française officielle qui pourrait remplacer Sarkozy, on en avait un qui était dans un jeu, genre La Ferme Célébrité ou je sais pas quoi, Laissez-moi sortir... Tu parles des Orléans, bien sûr. Oui, je veux dire, les Orléans et leur parcours depuis Louis XVI sont bien la preuve que de toute façon, il faut les trouver
Même s'il y a une restauration monarchiste, il faut repasser par une capes, c'est-à-dire une élection du premier roi élu par ses pairs, parce que le meilleur d'entre tous, au sens c'est le sens de la figure du souverain, de la tradition chose à laquelle, semble-t-il, avait pensé De Gaulle, puisqu'il a échangé notamment avec le comte de Paris. Le comte de Paris. Il a pensé il a eu une idée. Il a pensé à restaurer la monarchie, et il a d'ailleurs convoqué le comte de Paris, il a discuté, etc. Puis je pense qu'il s'est rendu compte que finalement il était pas au niveau, et que Mendès France était plus malin que lui. Un truc comme ça, je veux dire, il a été face à quelque chose qui théoriquement était très intéressant, parce que lui il voulait créer de la longue durée, de la pérennité. C'était tout son problème. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle de ça, sur le problème de la notion de pérennité quand on sort comment dirais-je, du pouvoir transmissible. Mais c'est un des avantages de la monarchie. Après, on peut la décliner sur mode héréditaire ou sur mode électif. Et ça, c'est le sujet de mon livre sur les réseaux. C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, quelle que soit la puissance de l'aventurier et sa virilité, son pouvoir ne dure qu'une vie d'homme. Et se pose toujours la question de la continuité. C'est pour ça que on parle des ordres sacrés. Et d'ailleurs, tu l'as eu, voilà le dit, un état d'ordre, Ordnungsstaat, qui s'appuie sur un ordre, je suis allé lire les informations, et puis qui va pérenniser, voilà, quoi. Tu te poses les questions, tu vas chercher les auteurs qui se sont posés les mêmes questions, et tu cherches. Moi, je fais que chercher en réalité. Je me dis, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'a fait Le Pen à un moment donné? Il file le pouvoir à sa fille. Lui aussi, il se pose la question de, j'ai créé un truc, c'est un gros boulot, ça a été difficile. Maintenant, j'ai 82 ans, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et tu vois bien que c'est une question qui est éternellement posée, et que l'ancien système permettait, il répondait de régler les castes, la avec une dimension sacrée, etc. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que j'arrive aux maçonneries. En réalité, on a transformé la transmission héréditaire par les réseaux de solidarité qui sont les maçonneries, parce qu'effectivement, c'est un moyen que le pouvoir existe au-delà de l'individu. Et quel que soit le génie de l'individu. Oui, de retrouver une permanence. Oui, bien sûr. Le problème du pouvoir, c'est la pérennité. Mais est-ce que tu crois que c'est suffisant à faire digérer cette révolution française dont personne ne s'est remis? On est toujours, en fait, dans une forme de nostalgie dont tu parlais tout à l'heure, et de mélancolie. Est-ce que, par exemple, la fonction de président de la République n'est pas là comme une sorte de rattrapage de tout ça, de cet état. De toute façon, on voit bien que dans tous les systèmes, quels qu'ils soient, il y a toujours une figure, il y a le totem, etc. Enfin, c'est-à-dire que et c'est là où moi je vois les très grandes abstractions très amusantes, adolescentes, mais qui n'ont aucune réalité, d'anarchie, etc. Moi, je suis dans une organisation, par exemple, que j'ai créée. Vous savez ce que c'est dès qu'on monte un truc. L'idée d'autogestion, l'idée d'absence de hiérarchie. Tant qu'on est au bistrot, ça marche pour remettre sa tournée. Mais dès qu'il faut bosser, il y a toujours un chef qui émerge. Il y a toujours les mêmes des constantes anthropologiques, malheureusement terriblement brutales pour l'idéalisme, bien sûr. Et surtout l'idéalisme adolescent. C'est-à-dire que l'histoire de l'homme nouveau, tout ce qu'on a pondu au 19e siècle, on pensait que en changeant les rapports de production, on allait changer l'homme, etc. Ça a donné Staline. Enfin voilà, on a pris une leçon de réel et une leçon de constante anthropologique. Et moi, je suis assez modeste à ce niveau-là. Et je vois bien à un moment donné qu'il n'y aurait pas eu le Front National sans Le Pen, et qu'à un moment donné, il y a quand même des hommes providentiels, des hommes qui ont un niveau de virilité, de cohérence, de solidité. Oui, puis une verticalité qui se réinstaure. Tout systématiquement, qui est demandé, et qui est finalement profondément demandé par les gens. C'est extraordinaire. Le chef né, c'est la figure du surtout, attention, quand vous proposez aux gens l'égalité, ils finissent par vous le reprocher. En réalité, ils veulent servir. Ils veulent servir, ils veulent des repères, ils veulent de la stabilité, ils veulent des directives. La réalité, la liberté et l'autodétermination sont des aboutissements et sont des pratiques d'élite de fin de vie quelque part, c'est-à-dire d'émancipation. C'est pas du tout premier. On l'a vu dans la réalité des régimes communistes à l'Est. Il y avait aussi une volonté de se décharger totalement sur une caste dirigeante, sur une caste oligarchique avec un parti oligopolistique. En fin de compte, beaucoup étaient bien contents, bien contents justement de voir tous leurs besoins de base. Mais moi, je fais une défense dans mon bouquin quelque part du communisme au sens le pire, c'est-à-dire du stalinisme, parce que je dis que de toute façon, le projet de ces organisations, c'était les mêmes projets que les projets éoliens, c'était d'échapper à la dictature de la marchandise. C'est-à-dire d'échapper au pouvoir du banquier. Ah bah oui. Moi, je sais pas. Moi, je t'avoue que là, je suis un peu plus sceptique. C'est vérifié. Staline, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est pas une émanation de la banque au sens monétaire. La nationalisation. Non, mais je pose une question, il faut répondre à une question. À un moment donné, il y a une topique, on la répète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le communiste répond à la même question que finalement le fascisme et le communisme se posent la même question, c'est comment être plus fort que le banquier.
Et pour ça, il faut nationaliser intégralement les moyens de production, et il faut une verticalité. C'est toujours par le militaire, en général, c'est toujours des organisations politiques, policières et militaires. L'URSS, c'est ça. Qu'est-ce que c'est pourquoi Poutine reprend la main à un moment donné sur les oligarques? Parce que c'est un ancien mec du KGB. Et il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur un corps constitué qui est le corps militaro-policier du KGB. Et à un moment donné, c'est face au chéquier, il n'y a que le fusil. C'est ce que la question, excuse-moi, que se pose Heinrich Himmler avec l'ordre noir de la SS. Ce n'est pas la seule, Alain. Non, mais il y a d'autres paramètres dans une société dans laquelle on est, qui nous est imposée, qui est une société marchande, et il n'y a pas de société au-delà de la marchandise. Le national-socialisme fait de la marchandise, le communisme fait de la marchandise. Ils produisent des biens, et ils sont dans des projets, des plans, etc. C'est qu'à un moment donné, la marchandise crée un monde toujours où la figure dominante, c'est ce que j'explique dans mon livre, va être le banquier. Celui qui possède le capital. Et en réalité, le projet communiste n'est pas tellement mensonger, c'est comment avoir un pouvoir qui n'est pas le pouvoir du capital. C'est le pouvoir d'une élite politico-policière fondée sur une religion sans Dieu, qui est une idéologie pure et dure, et ça donne le stalinisme. Est-ce que tu crois vraiment que c'était au centre de leur projet, de manière délibérée? Oui. Moi, je connais très très bien la question. Staline, ce qu'il veut, il veut le pouvoir. De façon virile et hiérarchique, et il veut échapper à la toute-puissance des banquiers. Adolf Hitler veut la même chose, et d'ailleurs ils n'y arrivent pas, ni les uns ni les autres, tu vois. Il y a des financements, quand même. Qui a gagné? Qui ont poussé les bolcheviks au pouvoir et qui les ont financés d'un premier temps, les banquiers américains, les banquiers... Adolf Hitler aussi. Krupp, Thyssen... Et ils essayent d'y échapper. Ils essayent d'y échapper par le militaire, par la violence. Et d'ailleurs, ils perdent, ils sont vaincus. Ce qui est intéressant dans l'histoire du XXe siècle, c'est que le banquier a toujours fini par gagner. C'est ça que je veux dire. C'est que Saddam Hussein, même question. Milosevic, même question. À chaque fois, t'as un espèce de type qui essaye d'opposer quelque chose qui n'est pas de l'ordre strictement du pouvoir de la banque, et la banque, en s'appuyant d'ailleurs sur d'autres, par un jeu de billard à trois bandes, le remet à sa place et le châtie. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, ce qui m'intéresse dans l'épopée du XXe siècle, c'est qu'en fait, on est baigné dans ce bain du capitalisme qui a commencé au XII ou XIIIe siècle et qui a amené progressivement le pouvoir de la banque. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est la ville italienne, voilà. Oui, aujourd'hui, on sait très bien qui mène le monde. C'est le cartel de 12 banques qui tiennent la réserve fédérale et le dollar. C'est pas rien. Et on a à chaque fois d'ailleurs l'excellent ouvrage. On a reçu l'éditeur de Retour aux sources, tu sais, pour l'ouvrage de Stace Mullins, là. Très bon ouvrage. J'ai lu tout ça, tu vois. Et finalement, tu vois des mecs qui sortent à des Chavez, des machins, etc. Ils s'appuient sur du militaire, sur du populisme, sur de l'idéalisme, tu vois, sur des idées, pour essayer à chaque fois d'échapper un peu au pouvoir des banquiers. Et à un moment donné, Chavez, le bras de fer, c'est sera-t-il ou non vaincu par la banque, tu vois ce que je veux dire? Le retour des Bella Torres qui veut le rétablir contre l'ordre hiérarchique du système tripartite, on peut aussi le voir comme ça. Oui, non, mais voilà, mais je te dis, voilà, nous sommes dans une époque qui dure depuis 2 siècles et demi, qui est les pleins pouvoirs des banquiers et qui s'appuie sur la démocratie, avec toujours des masques, évidemment. Le banquier ne règne jamais en tant que banquier, mais derrière le pouvoir, il y a toujours les banquiers. Derrière De Gaulle, il y avait le lien avec Rothschild par Pompidou, et quand à un moment donné, De Gaulle essaye réellement d'incarner le pouvoir et remet à sa place un petit peu les banquiers qui abusent, il tape du poing sur la table, c'est le discours de novembre 67. L'année d'après, il y a mai 68, et il est trahi, il est dégagé finalement par ses propres seconds qui le trahissent, c'est-à-dire Poher, comment dirais-je, Pompidou qui amènera à derrière Giscard, Chirac, etc. La loi de 73. C'est les banquiers qui chassent De Gaulle parce que ils essayent à un moment donné d'insuffler une politique réellement, je dirais, française au-delà de l'intérêt des banquiers. Et on sait très bien d'ailleurs que 2 fois il a pu accéder au pouvoir parce qu'il a pactisé avec les banquiers, contre Pétain en 40, je le dis dans mon truc, et en 58 aussi pour liquider l'Empire. C'est-à-dire que 2 fois il garde la main en pactisant avec les banquiers, il reste toujours lié aux banquiers, parce que les gens me disent pourquoi il n'a pas chassé Rothschild. Vous ne comprenez pas le rapport de force politique réel. Il n'avait pas le choix. C'était un bras de fer permanent, et à un moment donné, quand il a fait un peu trop de France, un peu trop de nations, et il a un peu échappé aux banquiers, il a été châtié et chassé du pouvoir. Moi, c'est comme ça que je vois le XXe siècle, d'une certaine manière. C'est à chaque fois le banquier, derrière, qui instrumentalise. Oui, mais comme je te le disais tout à l'heure, courtoisement, tu crois pas qu'il y a aussi un risque de vision réductrice? C'est-à-dire que ce que tu dis est vrai, ça apporte une dimension supplémentaire, si tu veux, à l'analyse et à la compréhension du XXe siècle, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres paramètres aussi ethniques, et des paramètres culturels, des paramètres religieux, qui rendent aussi à ligne de compte, et je crois qu'une appréhension complète de la situation... L'appréhension complète, excuse-moi, c'est hiérarchisé. C'est-à-dire que moi, quand Lugan me dit il faut pas nier le fait ethnique en Afrique, je dis bien évidemment, mais il faut pas nier la manipulation des tensions ethniques par l'argent. L'un ne va pas sans l'autre. Toutes les histoires politiques d'Afrique, c'est la banque, hein, on peut, j'appelle ça avec un grand B, c'est-à-dire les puissances d'argent occidentales via l'internationale socialiste, via la maçonnerie africaine. Tous les potentats africains qui ont tenu sont maçons, ceux qui sont morts étaient marxistes. Eh ben, la banque va financer, en ne comprenant bien justement les tensions ethniques, des petits chefs de guerre, etc., les armées, etc., les uns contre les autres, et en réalité,
tu vois bien aujourd'hui que le chaos africain, c'est souvent le fait ethnique bien compris par la banque qui s'arrange pour que justement pour garder le pouvoir en s'appuyant dessus. Tu vois, et tu le vois en ce moment en Côte d'Ivoire. Qui va surfer sur de vieilles oppositions ethniques qui n'avaient aussi rien à voir avec les religieuses, qui n'avaient rien à voir avec la banque initialement, quoi. Quand deux tribus du Sahel se foutaient sur la tronche au Moyen Âge, je dis qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère, nous sommes dans l'ère de la banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu l'ère du, tu vois, Saint-Louis, c'est l'ère du catholicisme régnant. Il y a eu l'ère du protestantisme, tu vois, avec notamment le déclin progressif de la France catholique et la montée de l'Angleterre et les colonies américaines, et la puissance etc. bancaire, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la banque. C'est-à-dire que toutes les autres déterminations, toutes les autres structures existantes sont quand même soumises et luttent et résistent et sont châtiées par ce pouvoir. J'explique Vatican II aussi dans le livre, comme finalement la soumission de l'Église catholique pour continuer à survivre à tous les impératifs bancaires et géopolitiques finalement qui sont des émanations de la banque. Je décortique Vatican II, tu verras, exactement comme une soumission. Alors, comment traduis-tu la crise financière qui a commencé il y a 18 mois, là, même un peu avant, si on en croit la genèse, à partir de 2006, sur les subprimes et compagnie. Comment tu l'analyses? Est-ce que tu y vois... Je l'analyse dans le bouquin, d'ailleurs. Oui, justement. Est-ce que tu y vois un vrai infarctus du système dont il se remet difficilement, ou simplement un ajustement, une crise d'ajustement? Non, je crois que c'est une fuite en avant d'un système qui est en train comment dirais-je, de s'auto-détruire par ses contradictions internes. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le capitalisme qui a pu être entrepreneurial et produire de la richesse, de la valeur ajoutée, qui est le modèle anglo-saxon à la Henry Ford, aujourd'hui, dans un rapport de force de capitalisme purement, entrepreneurial et purement spéculatif financier, cette alliance, que j'appelle moi l'alliance judéo-protestante, a basculé complètement. Et aujourd'hui, le capitalisme n'est plus que financier, purement spéculatif et totalement abstrait et totalement destructeur. Et en réalité, c'est une espèce de fuite en avant qui poursuit une logique et qui est aussi un rapport de force politique. Puisque ces gens-là ont bouffé tous les autres, ont acheté le Congrès, etc. etc. Et finalement, ils avancent un peu. Ça, c'est toujours le marxisme. Hein. Hegel, c'est plus subtil encore, c'est plutôt Hegel. C'est les contradictions. Hein. Et là, je pense que ce système... en fait, qu'on appelle libéral, mais qui est purement oligarchique et finalement totalement antilibéral, va bientôt exploser. Et comme il sait qu'il va exploser, s'il veut pas perdre le pouvoir, il faut qu'il prenne les pleins pouvoirs de façon, je dirais, presque militaire et policière. Et c'est comme ça que je vois, moi, l'avènement du gouvernement mondial. Et tu vois très bien, d'ailleurs, si on prend à l'échelle de la France, on ne peut plus vendre aux gens aujourd'hui l'Europe au nom de la croissance ou de l'amélioration du pouvoir d'achat ou de l'emploi. On sait que l'Europe fait que détruire. Donc maintenant, on vend l'Europe aux gens par la terreur, par la peur. Peur terroriste, peur islamique, et même par un non-choix. C'est-à-dire, on vous soumet par un régime policier, mais justifié, je l'explique, toujours par la santé publique, par la météorologie, enfin toujours de manière... En fait, on va... C'est un peu l'URSS à l'envers. Hein. Ce qui s'est justifié au début par une espèce on universalise la peur pour après justifier la nécessité d'une gouvernance mondiale. Mais surtout, c'est-à-dire que les banquiers sont en train de se transformer en fascistes. Au sens gauchiste du terme. C'est-à-dire qu'ils n'exercent plus le pouvoir au nom de la création de la richesse, au nom comment dirais-je, de la vision comment dirais-je... avec la chute du communisme, ils sont plus obligés de faire semblant. Tu sais, le doux commerce, c'est-à-dire que finalement le marché, c'est le contraire de la guerre, que le marché s'appuyant sur le droit et la laïcité, c'est le contraire du fanatisme religieux. En réalité, c'est pas vrai. On aura une autorégulation vertueuse. Voilà. En réalité, on voit que c'est fondamentalement destructeur, créateur de misère, de violence, de mensonges. Et aujourd'hui, les banquiers ne pouvant plus être crédibles en tant que banquiers sont en train de se muer en réalité en dictateurs. C'est ça que je vois avec le Patriot Act, en créant des Ben Laden, des machins, etc. Et on voit très bien, moi, je le vois venir. Alors, il y a une petite part de paranoïa, mais c'est pas mal d'être paranoïaque. Je me dis, finalement, Strauss-Kahn, qui a été formé au FMI pendant 5 ans, et a vocation à être le Gauleiter dans le gouvernement mondial de la France, où le peuple français sera soumis au nouvel ordre mondial bancaire par la force, parce qu'il n'y a plus aucun intérêt objectif en termes même sur le plan simplement matérialiste, d'amélioration je dirais même pas de sa qualité de vie, mais de sa capacité de consommer. Aujourd'hui, on voit que ce système bancaire produit dans la société où ça a émergé de l'appauvrissement
de la violence. Il n'y a aucun fait positif aujourd'hui. Appauvrissement, violence, alors qu'à une époque, ça amenait l'alphabétisation, la baisse de la mortalité infantile. Tu parles à un moment de nomadisme, tu dis qu'il n'y a plus, il n'a pas de centre, il se déplace, ce système. L'Empire est un système prédateur. On voit très bien l'image du nuage de criquet, finalement, qui se pose et qui redémarre. C'est pas l'Amérique. Je dis bien que l'Empire n'est pas l'Amérique. Ils sont en train de détruire justement, est-ce qu'on peut encore parler d'Empire avec cette vision nomade et ce centre ce centre diffus, ces repositionnements permanents. Oui, on n'est pas sur un concept impérial. Attention, c'est pas l'Empire des voilà. T'as vu, justement, je vais te le dire. C'est un anti-empire. Je dis que l'Empire. Mais c'est quand même équivoque d'employer le terme empire en lui-même. T'aurais pu prendre le terme système, par exemple, ou hégémonie, tu vois. Comprendre l'empire tel qu'en fait, c'est parce que ce qu'on appelle l'impérialisme. Moi, j'ai du marxisme. On appelle l'impérialisme. Aujourd'hui, cet impérialisme arrive au bout de sa logique, et cet empire-là est le contre-empire par rapport à l'empire sacré dont parlait Vola. C'est un anti-empire, exactement comme à un moment donné, Jésus-Christ dit aux marchands du temple, vous êtes en fait les adeptes de Satan. Vous avez inversé totalement. En fait, c'est un empire négatif, mais c'est assez logique, puisque finalement, dans ce jeu de force, cet empire qui est en train de tout détruire, et de détruire d'ailleurs toute sacralité, on est bien là-dedans, est en réalité un anti-empire, est un contre-empire. Et il n'y a qu'un anti-empire pour lutter et détruire l'empire sacré qui reste comme projet, comme espoir, comme souvenir. Tu vois ce que je veux dire ? Une nation ne peut pas détruire un empire. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a qu'un empire pour détruire un empire. Ça veut dire. Et c'est pour ça que j'appelle ça comprendre l'empire. C'est comprendre quel est le processus impérial auquel nous sommes soumis. Et c'est plutôt impérialiste, voilà, parce que tu sais mais excuse-moi, il y a pas de pinaille, mais les termes quand même. Non, mais parce qu'il n'y a pas de copyright de Evola sur l'empire. Evola donne sa donne sur l'empire. C'est pas qu'Evola. C'est une catégorie politique et spirituelle qui est précise, qui a été définie. Mais elle a été transgressée et trahie. Oui, avec qui a été trahie après, bien sûr. Tu crois que l'empire napoléonien, c'était l'empire sacré ? Mais je sais très bien. Voilà. Très bien. Eh ben, il y a des périodes. L'empire romain, c'est l'empire romain germanique, c'est autre chose. L'empire des Habsbourg, tu vois, c'était une forme impériale. Donc moi, je dis comprendre l'empire tel que je le comprends et je le définis. C'est-à-dire que je donne une définition de l'empire qui permet de comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors évidemment, et je le dis à un moment donné, je le dis pas 30 fois, mais je le dis pour ceux qui veulent avoir les clés, je dis par rapport à l'empire sacré évolien, c'est un anti-empire et un contre-empire, c'est-à-dire c'est la négation même de l'empire sacré. Donc tu sais, parce que nous on est attachés autour de ce micro, particulièrement je sais bien, mais là après c'est chatouilleux de dire c'est un blasphème quelque part. Mais je dis ça. Non, mais je pas un terme blasphème. Mais je pense que je dis que ça peut introduire des équivoques pour un certain public. Bon. Mais ils ont qu'à lire. C'est justement normalement il y a à chaque fois les petits paragraphes de précision pour que l'équivoque ne puisse pas perdurer. Alors il y a des gens, le mec qui a fait la critique dans Minute, il a lu la moitié du bouquin, il en a compris que la moitié, mais sinon il serait pas journaliste à Minute, il serait Alain Soral. Donc les critiques qu'il me fait, je lui remets dans la gueule direct. Je dis non, c'est parce qu'il y a des paragraphes que tu n'as pas bien compris, que tu as sauté. Parce qu'il y a des gens, ils s'intéressent qu'aux paragraphes qui les intéressent ou qui leur posent problème. Mais moi c'est la subjectivité du lecteur. Oui, mais je te dis, tu verras. Chaque lecteur va lire avec ses représentations. À un moment donné, je donne bien, si tu veux, les clés précises pour dire attention, cet empire, et par rapport à la notion d'empire sacré, est un anti-empire, exactement comme je dis, voilà, il est satanique. Tu vois ce que je veux dire ? Il est satanique. Et il est la destruction de tout le projet impérial sacré. Voilà. Et d'ailleurs, je montre bien à un moment donné, parce que ça, c'est des petits trucs à moi, que quand on sépare, justement, on sort du principe impérial qui est de l'unité du pouvoir sacré, du pouvoir militaire, pour que le militaire soit sans le sacré, mais le sacré sans le militaire, ce qui est l'histoire de la monarchie française, c'est l'histoire du papisme. Eh ben, on laisse dans cet espace monter le pouvoir du marchand, et le marchand arrive au banquier. La querelle des investitures dans le système romain germanique aussi. Parce que Evola n'est pas dans le tripartisme, il est dans le quadripartisme. Parce que lui, moi je dis que les marchands, et ça je m'appuie sur les travaux de Vere Gordon Child, c'est-à-dire le matérialisme historique, les marchands sont une émanation des laboratores. Parce qu'à un moment donné, quand on arrive à une certaine capacité de production, il y a une création de surproduits qui correspond d'ailleurs au passage à la première révolution urbaine, qui est les mecs qui font de l'artisanat et qui vendent plus que ce qu'ils produisent pour consommer. C'est essentiellement d'ailleurs l'artisanat. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui, au lieu de produire seulement, se mettent à vendre leurs surproduits. Et à un moment donné, il y a des gens qui le font strictement. C'est-à-dire que c'est la naissance du marchand, la caste des marchands. La caste des marchands est une émanation du Bellatores. Il n'y a pas besoin de créer une quatrième catégorie. Laboratores plutôt. Oui, du laboratores. C'est-à-dire le marchand est un travailleur qui a cessé de travailler pour devenir un intermédiaire. Et à un moment donné, de travailleur qui a cessé de travailler, il devient purement intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est celui qui met en relation les autres castes.
castes, tu vois. Et en les mettant en relation, il prend les pleins pouvoirs dessus. Tu sais, c'est le pouvoir du médiateur. Il y a des vocations précoces de marchands, notamment les Phéniciens. On passe de travailleurs. C'est pour ça que finalement le banquier vient de la caste la plus basse en réalité. En fait, c'est par des sauts qualitatifs successifs dans une histoire qui dure des milliers d'années. Le banquier au départ est un travailleur. C'est un travailleur qui est devenu commerçant. Parce qu'aujourd'hui, il a recruté au plus haut. Il y a des milliers d'années. Il n'est ni un clerc, ni un noble. C'est-à-dire, il vient pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas le maître de la rhétorique ou du logos, et il n'est pas celui qui manie les armes et celui qui après a la gestion de la grande propriété foncière. Les deux, parce que là, on voit qu'il y a on comprend bien ce que c'est que la caste des bellatores et la caste des oratores. C'est d'ailleurs ce qui est au-delà de la marchandise, ce qui est au-delà du matériel, ce qui est de l'ordre du spirituel, On n'est pas de la quantité, comme dirait Guénon. On n'est pas de le règne de la quantité. Exactement. Alors que sorti de cette caste du travailleur sort le marchand qui devient l'intermédiaire puis le banquier. Et aujourd'hui, en fait, on a finalement, et c'est d'ailleurs très présent dans le marxisme, que finalement, celui qui est en haut de l'échelle aujourd'hui est un parasite. C'est un sous-travailleur. C'est un travailleur qui a cessé de travailler. Je fais exprès, tu vois, si on rétablit les médiations. Qui a reconstitué autour de lui des élites, ce qu'on peut qualifier d'élite, justement. Pour t'appuyer sur Evola, on est dans un monde totalement inversé, où en fait, celui qui est au-dessus de tous aujourd'hui est un sous-travailleur. C'est-à-dire qu'il est ignoble même dans l'ordre du travail. Parce qu'en fait, et ça te donne le banquier aujourd'hui, qui est un pur spéculateur, qui non seulement ne produit rien, mais ne fait que détruire le travail et la richesse. Tu vois ? Et qui est au-dessus de tout, puisque c'est Wall Street. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu arrives... Dans les catégories hindoues, les Varna, ce serait le Shudra, le quatrième. Oui. Pas loin de... En fait, il a créé sa propre caste. Mais à un moment donné, tu as 4 catégories, mais tu sais très bien que d'ailleurs au départ, sans doute, moi c'est dans ma vision du monde, tout vient de 1. Parce que même tous les métaux, c'est simplement l'histoire du cosmos fait chauffer de plus en plus, c'est ce qui fait tac. C'est-à-dire que moi je crois que de l'informe et du truc sortent les formes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je suis dans le monisme dialectique et pas dans le dualisme transcendantal. C'est voilà ça. Je reste hegelien de ce point de vue. Dans la tradition telle que notamment Evola l'a remise au goût du jour, mais même Guénon, c'est la caste unique, la caste originelle, les Hansa. Au début, il ne peut y avoir qu'un. Donc on retrouve même ça au niveau de la symbolique et de la pensée traditionnelle. Oui, non, mais moi je te dis que dans mon bouquin, j'arrive à un moment donné, il n'y a pas de contradiction. Tu vois, on arrive de toute façon aujourd'hui qu'on ait une grille de lecture intégralement spiritualiste pour ce qui se passe en ce moment. J'en parle en ce moment avec Pierre Jovanovic, tu vois, qui lui est sur un peu d'autres trucs, ou que tu es une grille marxiste ou totalement spiritualiste. Tu arrives non seulement au même constat, mais même aux mêmes alliances au niveau du combat de demain, tu vois. Je dis aujourd'hui, je regarde ce qu'il est de la fin des temps dans le Coran, et ce qu'il est de la fin des temps notamment dans le catholicisme, dans l'Apocalypse de Jean, et je vois des convergences, si tu veux, réelles, tu vois, puisqu'à un moment donné, le Mahdi ne peut vaincre l'antéchrist que parce que le Christ le rejoint, et cet antéchrist se borgne, si tu veux, qui est le Messie d'autres, c'est celui que c'est le 666 que tu vois dans l'Apocalypse, c'est la bête, et c'est effectivement cette bête sauvage dont d'ailleurs parle aussi Hegel, qui est la dictature totale de la marchandise et de la loi de la marchandise, c'est l'adorateur de Mammon. Enfin, tu vois, à un moment donné, qu'il y a... Tu vois que tu passes de Hegel à Marx ou à Evola ou même au catholicisme ou dans les textes sacrés hindous. Oui, voilà. Exactement, l'âge sombre, le Kali Yuga, le Kali Yuga, le Kalki-Avatara, le Shao Shiant, donc qui va revenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, nous vivons une période qui est l'approche de 2012 où ces analyses convergent. Et donc là, je me dis, même si je suis un athée et pas religieux, je me dis, je dois bien quand même constater qu'à un moment donné, les textes prophétiques rejoignent les meilleurs analystes économiques de la CGT, tu vois ce que je veux dire ? Et là, je me dis, il se passe quelque chose de l'ordre du magique. Les prochains prophètes sont à la CGT. Non, mais quand les mecs de la CGT se retrouvent, les mecs honnêtes, se retrouvent d'accord avec les prêtres de l'Apocalypse, tu te dis, nous vivons une époque étrange et donc il y a une dimension magique rien que à cause de cette convergence, tu vois ce que je veux dire ? Pour autant, ce système est loin d'être moribond. Je pense parce que là, beaucoup d'analystes notamment disent qu'il y a encore de la réserve du côté de l'Asie, qu'il a encore de quoi se nourrir. Ça, c'est aussi dans mon bouquin sur est-ce qu'à un moment donné, l'empire qui se survit en... Il ne va pas transmettre le témoin. Oui, c'est-à-dire un saut de puce, il va passer à la Chine. Et moi, je dis, ça sent demain, la capitale de l'empire sera soit Jérusalem,
soit Pékin. Soit Pékin, voilà, c'est une métaphore, quoi, tu vois. C'est-à-dire, soit c'est Attali qui accomplit son projet jusqu'au bout, parce qu'il est de plus en plus. Quand vous lisez le rabbin Bernheim ou Attali, ils vous disent pratiquement tout. À un moment donné, c'est religieux. En bon disciple de Brzezinski, ils annoncent le programme. Et eux, ils font converger l'eschatologie juive et le néo-capitalisme athée. Ils le font converger. Il n'a aucune gêne pour le montrer dans une histoire de l'avenir. Ces convergences, ils les pratiquent intégralement aussi. Ils disent voilà, nous voulons accomplir le nouvel ordre mondial, qui est le projet biblique tel que nous l'a promis le prophète Ézéchiel, et nous l'accomplissons par ce processus bancaire qui est le nôtre, puisqu'il est l'abstraction du livre. Ouais, ce que d'aucuns ont nommé les espérances planétariennes. Hein, oui. Rissen a été capable. Voilà. Après, le problème, c'est moi, je suis pas dans la monomanie. Tu vois comme on disait, il faut essayer d'éviter les monomanies, c'est pas toujours évident. Parce qu'à un moment donné, c'est commercialement peut-être intéressant parce que tu as un segment de marché. Encore. Mais enfin, je veux dire, ça devient un commerce. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'hésite pas à tu vois, j'aurais pu écrire un 3e abécédaire comme j'en avais fait 2. Tout le monde disait quand est-ce que tu fais le 3e ? J'ai dit j'en ai un peu marre de faire ça, je vais faire autre chose. J'ai essayé ce bouquin, je l'ai jeté 3 fois parce que je cherchais une forme. Quand j'ai quitté le front, des éditeurs m'ont dit tu veux pas écrire un livre sur le front ? J'avais une idée, ça s'appelait ça 2 doigts de front. J'aurais pu faire un livre rigolo sur le front vu de l'intérieur. Je me remettais dans le système, tu vois, en disant il y allait pour foutre la merde et se moquer d'eux. C'est le plateau télé. Voilà, je pouvais me sauver en étant une ordure. Hein, moralement, j'appelle ça être une ordure. Mais j'aurais pu me sauver. Et on me l'a proposé. J'avais le titre, ça 2 droits de front. Je trouvais ça pas mal. Et puis je me suis dit je peux pas faire ça. Tu vois, je peux pas faire ça. C'est tout. C'est une question de morale. Je me dis je vais essayer de faire mieux de ce que j'ai déjà fait, pas refaire toujours la même chose. Sociologie du dragueur, c'est les rapports homme-femme à travers le marxisme. C'est assez marrant parce que tu vois, c'est de prendre des outils et d'en servir pour autre chose. Et effectivement, dans ce livre, je crois qu'il y a plus. Je suis allé au-delà. Je me suis servi d'autres justement lectures, d'autres grilles. Non, mais c'est indéniable, etc. Comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs, t'as pas choisi de te fendre la pipe là-dedans. C'est du sérieux. Surtout, il y a beaucoup de sérieux derrière. Ça que je veux dire. C'est qu'en fait, je vois par rapport à Zemmour que j'ai rencontré récemment, avec qui j'ai dîné. En fait, je me suis rendu compte que Zemmour, c'est un journaliste. Il est à 100%. Quand il est chez Ruquier, il y a pas de réserve dans le sac. Moi, quand je vais à la télé, je suis à 20 ou 30% de ce que je sais, ce que je pourrais raconter et de ce que je pourrais citer. En réalité, lui, c'est un journaliste. Moi, je pense quand même j'aime pas le mot intellectuel, qui est une catégorie de la bourgeoisie, justement. Non, mais tu mets de la distance, c'est pas ta vie. C'est quand même un bouquin où il y a beaucoup de background, alors que Mélancolie française, c'est un faux livre d'histoire. Parce qu'en plus, c'est faux. La France n'est absolument pas l'héritière de l'Empire. Là-dessus, Asselineau a bien plus raison. Parce que moi aussi, voilà pourquoi je suis en biais, en porte-à-faux par rapport à l'Empire. Parce que quand on est réellement dans la droite lignée de l'Empire sacré, il vaut mieux pas être français. Parce que on sait bien. Voilà. C'est notre difficulté, nous, quelque part. Moi, je l'ai identifié. Que les choses sont moi, je suis français. Encore que les choses sont moins simples. C'est ce que je dis aux identitaires. Il y a eu aussi des aspirations historiques de plusieurs monarques français à l'Empire. Oui, mais en fait. On ne le met pas en avant, bien sûr, à cause du roman national, tu vois, qu'il soit monarchiste ou républicain. Mais quand on fouille un peu l'affaire, et ça, je l'ai un peu fait, donc je peux dire que les choses sont pas si simples maintenant. Bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les représentations, si tu veux, dominantes, c'est vrai que, bon, la France. Le centre cosmique de l'Empire n'est pas Paris. Ah non, et ça, il faut et moi, je suis français. Donc, je me dis comment je me débat. Je joue pour mon équipe d'une certaine manière. Je porte un maillot. C'est comme tu joues pour l'équipe de France de rugby. Tu gagnes pas toujours, mais quoi qu'il en soit. C'est pas le bon exemple en ce moment. Non, mais justement, on peut reconnaître que tu es gaulois jusqu'au bout des ongles. Mais c'est justement, je prends cet exemple pour ça. Je joue pour un maillot que je n'ai pas choisi et qui est très dur à porter en ce moment parce qu'on gagne pas souvent et que quelque part on joue peut-être pas le meilleur jeu. Et moi, je connais c'est ce que je dis aux identitaires. Je dis finalement, moi, je suis un identitaire français. Vous êtes des identitaires allemands. Et ça vous amènera au communautarisme anglais. En réalité, qu'est-ce que c'est qu'un identitaire français ? Il y a finalement une tradition historique qui nous est imposée. Et elle passe malheureusement par Jean-Jacques Rousseau. Oui, bon, il n'y a pas de fatalisme déterminant non plus. Moi, je crois que je suis pas né français par hasard. C'est une langue, c'est une culture, c'est des paysages. C'est aussi, moi je dis, Maurras l'avait très bien dit, la France a un pied dans la Méditerranée et échange avec l'Afrique du Nord depuis des milliers d'années. Je veux dire, j'en parlais avec Fressinger, que j'ai rencontré la semaine dernière, que lui ne veuille pas de musulmans en Suisse, je comprends. Il n'y a pas eu d'épopée coloniale. Il n'y a pas débouché sur la Méditerranée. Mais nous, c'est plus compliqué que ça. Il se trouve que la France a un pied dans la Méditerranée et on a francisé par la langue des gens du Maghreb. Donc on a une histoire qui est notre histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas décoller des trucs comme ça. Disons que c'est pas facile. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. Mais il y a un héritage. Il y a un héritage. Mais et ça aussi, c'est traditionnel comme idée, c'est que t'as pas le droit de refuser l'héritage. Tu dois en faire quelque chose. Tu dois. Oui, en fait, dans tout héritage historique ou autre. Bon, après, il y a des choix, il y a des priorités qu'on peut établir. Je ne suis pas allemand, je ne suis pas italien. C'est-à-dire que si j'étais italien, le fascisme m'intéresserait. Mais il se trouve que je suis français. Et le fascisme français, ça a pas donné grand-chose. C'est moi. Même socialement, c'est pas la même chose. Georges Valois.
est-ce qu'on peut qualifier les divers mouvements de fascisme français? Je crois pas. Oui, ça veut rien dire. On peut parler de socialisme national. Le fascisme, c'est italien. Ça correspond. On peut parler de socialisme national, de socialisme enraciné. On peut reprendre Sorel, on peut reprendre Proudhon. Oui, Proudhon, Sorel, Valois, très bon. Et puis celui qui est mort dans les camps, d'ailleurs, comment il s'appelle? Alors là, c'est pas tout à fait du fascisme. Non, Larocque. Non, c'est un autre. Attends, il y a Valois. Enfin bon, j'en oublie un. C'est un qui a fini tragiquement, qui était considéré comme le fasciste français, qui finalement. C'est pas Valois. Oui, je crois que ça a raison. C'est Georges Valois. Il est pas mort dans les camps. Il est pas mort dans les camps, Valois. Non, battu par la milice ou un truc comme ça. Non. À vérifier. Après la guerre, il passe à la social-démocratie. Non. Les auditeurs nous. Bon, justement, voilà. Béroald, au secours. Le quiz. Allez hop, le quiz de ce soir. Excusez-moi, j'ai pas pris de notes. La culture est une culture, tu sais, c'est ce qui reste. Non, mais c'est clair. Voilà, on peut avoir des petits trous de. Enfin voilà, pour revenir sur celui-là, moi il se trouve que je suis coincé par le fait que je suis français et que je me bats pour mon maillot. Et quelque part, c'est en ça que je suis un peu traditionnaliste, c'est que je ne m'autorise pas. Tu sais, tu te bats pour la maison d'eux, tu es un écuyer, tu es un chevalier, tu te bats, à la limite, t'as pas choisi, comme chez l'ordre samouraï. C'est quelque part, je me bats pour la France. Et moi, j'ai des copains qui sont d'extrême droite, parce que je ne suis pas d'extrême droite, c'est vrai, et qui me disent, de toute façon, moi, quand il y a un match de foot, je préfère que ce soit l'Allemagne qui gagne. Je dis, moi, même s'il y a 11 Africains dans l'équipe de France, je ne peux pas me permettre de vouloir qu'une autre équipe que l'équipe de France gagne, car je suis français, pour moi, ça s'appelle la trahison. Voilà. Bon, et c'est un peu comme. L'autre ne suivra pas forcément. Non, mais j'ai pas monsieur, je dis que je suis fait. Il y a une autre trahison possible qui est celle de vouloir à tout prix mettre 11 Africains sous un maillot bleu. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, mais t'es pas obligé de suivre non plus. La concession qu'on se fait, si tu veux, de l'identité nationale, si tu es écuyer de la France, c'est pas. Ça justifie ma position en ce moment où moi je travaille à la réconciliation nationale des musulmans qui sont sur notre territoire et qui, j'estime, se comportent comme des Français patriotes, parce que ça correspond à ma sensibilité, à mon idiosyncrasie, etc. Je demande pas que vous fassiez comme moi, mais moi, je me dis voilà, la France est un pays qui n'est pas l'Italie, qui n'est pas l'Allemagne, qui a des montagnes, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, des apports celtes, germaniques, latin, grec, voilà, etc. Et c'est ça le logiciel français. J'essaye de le comprendre. Et je me dis, finalement, c'est pas par hasard que dans l'équipe de handball, qui elle joue très bien, ce soit pas comme l'équipe de Suède, etc. Il y a un Antillais, il y a un Croate, mais ils sont tous français, ils jouent un jeu à la française. Et moi, je défends cette idée de la France est quelque chose de très spécial, qui n'est pas justement, qui a toujours résisté aux empires, à l'empire allemand, à l'empire anglais, par des alliances qu'on pourrait appeler contre nature, c'est-à-dire effectivement François Ier, le grand turc. Parce que c'est ça l'histoire de France. Et moi, je suis j'ai cette humilité, c'est que je suis au service de la Maison France et que je suis un chevalier et que je ne me permets pas de discuter. Tu vois, comme un mec qui me dit, moi, si Le Pen... C'est ton choix, quelque part. Quelque part, en tout cas, il est cohérent par rapport à... C'est mon côté traditionnaliste français. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne discute pas du logiciel français qui m'est imposé par l'histoire, le destin, et je me dis quelque part, il y a une dimension transcendante. Tu vois, je veux dire, la France a, comment dirais-je, au sens platonicien du terme, a une forme, tu vois. Il y a quelque chose, c'est français. À moi, tu dis c'est français, c'est l'esprit français, c'est très français. Et il y a des trucs qui sont très allemands, très italiens, très anglais. Moi, j'ai une incroyable fascination pour l'Angleterre, qui est notre pire ennemi. Mais ça me fascine comme modèle civilisationnel. Londres, j'adore comme ville, mais je sais que c'est notre pire ennemi. Mais j'ai un immense respect pour cet ennemi. Enfin, maintenant, c'est le porte-avions de notre pire ennemi. Mais... Voilà. Oui, mais de toute façon, la City, de la City à Wall Street, c'est les mêmes. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Larouche dit, en réalité, c'est toujours la City. Tu vois, parce que si Wall Street tombe, ils se replieront à Londres. Tu vois, donc voilà. Mais moi, c'est bon. Je vous parle un peu de moi. Je suis comme ça. Voilà, je ne me permets pas de remettre en question quelque chose qui m'a l'air presque de l'ordre de quelque chose de divin. Mais je pense que Maurras, il y a ça aussi chez lui. Tu vois, quand tu parles de monarchiste par nationalisme intégral. Tu vois, parce que moi, il y a le seul truc qui me fait chialer. C'est la France, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, je suis comme ça, tu vois, que c'était quand j'étais petit, maintenant. Et moi, je me dis, là, en ce moment, si jamais Strauss-Kahn est président de la France, il faut que je parte comme Victor Hugo est parti, si tu veux, à Guernesey. Parce que déjà, le guignol... tu ne veux pas les taper converser. Le chevalier ne tourne pas le dos, alors. Non, mais pour mener le combat, attends. Attention. Mais je veux dire... Ici, Londres. Sarkozy, c'était déjà une terrible humiliation, parce que c'était un guignol. Tu vas retrouver un piémont. Mais Strauss-Kahn, ça me fait terriblement peur. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je m'engueule avec des mecs qui tapent à boulet rouge sur Marine Le Pen, parce qu'elle serait trop ceci, trop cela. Je dis, face à la menace
Strauss-Kahn, on n'a pas le droit de cogner sur la fille de Jean-Marie. Tu vois. Tiens, d'ailleurs, c'est une transition forte à propos. Qu'est-ce que tu penses de... Moi, j'hésite pas à qualifier ça d'excitation en ce moment autour de la montée dans les sondages de Marine Le Pen. Tu as donné une analyse chez Tadi qui était extrêmement intéressante. Et puis elle était ça, je crois que elle était avant, pas après. Non, c'est ça qui était intéressant. La différence entre moi et Duhamel. Il y a eu remarqué par rapport à ce que tu lui reprochais sur l'instrumentalisation de l'islamisme, elle a mis de l'eau dans son verre. Peut-être qu'elle écoute ce que je dis. Ouais. Peut-être. Mais tu as vu là, interrogé notamment lorsqu'il était, je crois, dans le Var, par un journaliste ou par un spectateur. Bon, elle a quand même nuancé. Ou un camarade. D'ailleurs, c'était en ligne sur ton site. Je crois. Surtout, elle ne réduit pas les phénomènes migratoires à ce prisme-là. L'immigration, c'est un problème grave. Comment dirais-je, le salafisme, le wahhabisme, c'est-à-dire ce que j'appelle le phénomène islamo-racaille ou islamo-sioniste, puisque derrière, tu vois toujours que par des médiations saoudiennes, tu arrives toujours à l'empire, celui dont je parle, l'empire satanique. Donc je dis Marine... Il n'y a qu'à voir la carrière de Ben Laden. Voilà, exactement, oui, bien sûr. Et moi je dis Marine Le Pen a son discours politique fondé sur deux piliers. Un pilier qui est la critique du mondialisme financier, qui est de très bon niveau. Et d'ailleurs, Emmanuel Todd dit, elle est la seule qui a un programme économique cohérent. Et puis de l'autre côté, elle a un positionnement sur la question musulmane et islamique de petit leader d'extrême droite. Il faudrait qu'elle fasse monter son niveau d'expertise pour hisser ses... Tu vois que mais de ton point de vue, elle a quand même nuancé. Non, mais il y a encore un peu de travail à faire. Parce que quand elle dit je ne veux pas de machin, elle cite l'Iran, elle ferait mieux de citer l'Arabie Saoudite. Parce que l'Iran, c'est la République islamique d'Iran, excuse-moi, mais on n'a pas tellement de leçons à leur donner. Non, mais là, on sera d'accord avec toi. Mais peut-être qu'elle le fait exprès, peut-être que c'est de la stratégie politique, parce qu'elle est écoutée, regardée. Et alors, justement, toi qui as ce recul là-dessus, tu penses pas que là aussi, l'Empire, comme tu le nommes... ça permet de pas avoir de procès. Et voilà. On a compris. C'est très pratique. Le lobby qui n'existe pas, je sais. Oui, voilà, c'est comme les toucans. Attention, ça se réduit pas à ça. Oui, je sais. Parce que c'est une alliance. N'oublie pas que c'est une alliance. Il y a plusieurs groupes. Ça serait trop facile. Et ça serait même trop facile. L'Empire. Alors là, c'est du. Et là, totalement réducteur. C'est monomaniaque. Et contre-productif. Parce que quand tu tombes. C'est pas Hervé Ryssen. Le concept d'oligarchie est bon aussi là-dessus. Oui, bien sûr, l'oligarchie mondialiste. Alors, cet empire n'aurait pas lui aussi un fil là sur lequel il tirerait en disant tiens, on va faire monter un peu Marine dans le jeu. Donc elle est pas sa montée n'est pas totalement non plus du fait de du succès de ses déclarations ou de ses positions ou du lissage en tout cas c'est évident, apparent de son discours quoi. Regarde ce bouquin là en ce moment, j'ai passé les 20 000 exemplaires imprimés. J'ai lu 21 500 même. Oui, c'est ce que voilà. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que. Mais si j'avais Ruquier. Et si j'avais, même pas me cracher à la gueule, simplement pour me mettre dans la controverse, François-Olivier Gisbert et Guillaume Durand. C'est pas 20 000 que j'en vends, c'est 100 000. Or, la différence entre Marine et Marine telle qu'elle est ou telle qu'elle aurait pu être, c'est qu'on te donne le micro, on te donne pas le micro. Ouais. Si Jean-Marie Le Pen, à un moment donné, avait répondu différemment des questions qu'on lui a posées à un certain moment, il aurait pu être le Reagan français. Il avait toute l'égalité. Oui. Donc, en réalité, c'est que on voit très bien que l'empire. Il n'a pas forcément fait les réponses que nous attendions d'ailleurs. Non, mais en tout cas, il n'a pas fait les réponses que l'empire attendait. Ça, c'est clair. Parce qu'à un moment donné, voilà. Et il l'a compris. Peut-être qu'il a dit à sa fille, si tu veux te rapprocher du pouvoir, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. J'essaie de passer le mur avec la tête. La question est pas percer le mur avec la tête. Il a un jour voulu arriver au pouvoir aussi. Moi, je pense que tout homme qui fait de la politique rêve un jour d'arriver au pouvoir, mais c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, comme Gollnisch rêvait d'hériter de la présidence. De Marine Le Pen, on peut être rassuré que c'est pas un rêve, c'est vraiment une volonté, en tout cas. Je pense qu'elle se manifeste. Puis je pense qu'elle commence à y croire et qu'elle a, voilà, bon. Mais ce qui est sûr, c'est que le système a décidé à un moment donné de la mettre en avant dans les médias. Pourquoi? Je le dis dans mon livre aussi, je crois. Parce que je crois que l'Empire, après avoir organisé un deuxième tour Ségolène-Sarkozy, où Ségolène a été fabriquée comme sparring partner pour perdre dans ce combat gauche-droite, aujourd'hui, ils veulent passer au stade supérieur qui correspond aussi à la crise et aussi au fait qu'ils sont pressés. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Empire est pressé de prendre les pleins pouvoirs, ce que j'appelle le gouvernement mondial, parce que ça va tellement mal. Le dollar est tellement malade, Wall Street est tellement malade que s'ils prennent pas les pleins pouvoirs, qui sont les pouvoirs politico-policiers, n'oubliez pas ça, c'est les clés du coffre et les clés de l'arsenal. C'est que ça peut se retourner contre eux. Et je pense que c'est pas un hasard si Sarkozy, qui est aussi un agent impérial, enfin on voit qu'il a été adoubé aux États-Unis par toutes les officines, etc. Il y avait beaucoup d'argent sur sa campagne et de l'argent Sarkozy
Américains. Enfin, voilà, c'est tout ça est transparent. Peut-être même de l'argent libyen. Non, mais il y a de l'argent qui vient toujours de partout, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que c'était le président préféré des Américains de l'Empire, on va dire. Il est en bout de course, il est grillé. Il est contre-productif. Non, mais surtout, il a fait son travail, et que derrière, il a lui-même adoubé Strauss-Kahn, qui a été mis 5 ans au FMI, tu sais, pour préparer la succession, et qui là doit arriver comme Gauleiter de la province France pour l'Empire mondialiste. Et je crois que pour que les élections soient un beau spectacle et qu'ils soient sûrs de gagner sur une ligne la plus efficace pour les masses, c'est la menace fasciste incarnée par Marine Le Pen, ou le populisme, ou l'aventure populisme, la fermeture des frontières, le repli sur soi, et l'expertise économique mondiale, l'homme préféré de tous les potentats du monde, parce qu'il y aura, tu verras qu'Obama appellera à voter Strauss-Kahn. Si ça se passe comme je crois, parce que moi je disais ça il y a quelques mois déjà, qu'il nous préparait un deuxième tour, Strauss-Kahn-Marine, les gens me disaient Strauss-Kahn ne sera même pas candidat, il a peur, etc. Je crois qu'il a même pas le choix de ne pas l'être, il a été programmé pour ça, exactement comme dans la mafia, tu sais, tu as un mec qui gère une pizzeria parce qu'après il doit gérer un casino à Las Vegas. Donc il n'a pas le droit de dire... Il est allé s'entraîner au FMI. Oui, voilà, c'est ça. Et puis surtout, il a été coaché. Et il n'est pas son propre maître. Faut pas oublier que c'est jamais... Tous ces gens-là sont tenus à des moments ou d'autres. Comme je le dis, il n'a pas été payé $1 million par an uniquement pour tirer des putes. Tu vois ce que je veux dire? Il doit servir à quelque chose. Alors j'y vais tout de suite. Et que même s'il a peur et qu'il veut pas y aller... Je tourne, pas de tentation. Même s'il a peur et qu'il ne veut pas y aller, il est obligé d'y aller d'une certaine manière parce que l'Empire, c'est quelque chose, attention, que c'est un combat permanent pour garder le pouvoir en le renforçant. Tu sais qu'il n'y a pas de stabilité dans le pouvoir. Tu montes ou tu baisses. Il n'y a pas de temps. Le temps ne s'arrête jamais. C'est en ça que moi je suis hegelien, etc. Tout est toujours remis en cause, etc. C'est une tension permanente. Et je crois bien que le scénario rêvé de l'oligarchie mondialiste, c'est un deuxième tour, Strauss-Kahn, Marine Le Pen. Ce n'est pas une science exacte, évidemment, mais je vois quand même que là, Strauss-Kahn, le documentaire qu'on a vu à Canal+, c'est vraiment une entrée en campagne, et on voit la puissance des réseaux et des soutiens. On voit que son mandat du FMI arrive pile quand il faut, que la primaire du PS a été organisée pour qu'il puisse y participer, que maintenant il commence à dire, moi j'ai été déçu que Jacques Delors n'y aille pas. Delors, c'était un sous FMI. Enfin, voilà, on voit Delors adoré à l'international. Voilà, c'était déjà un peu l'équivalent. Moi, j'aurais été Delors, j'y serais allé. Enfin, tu vois, là, comment ne croire qu'il ne va pas y aller avec le documentaire qui est passé sur Canal+, on voit qu'il y a énormément d'argent. Le truc est scénarisé de A à Z. Devant ma femme, je sortais des réponses, tu sais, en disant voilà. C'est ce que les gens qui sont pas tout à fait sur sa ligne au PS ont compris et qui est de monter au créneau pour dire qu'est-ce que c'est que ces primaires et qui essayent de remettre en cause tout le processus. Est-ce qu'ils ont les moyens? Non. Regarde, a priori non. Ségolène Royal a essayé de prendre le parti. À mon avis, elle l'avait gagné en termes de voix. Oui. Ils ne lui ont pas donné, tout simplement parce qu'elle n'est pas dans la bonne ligne. Elle n'a pas tout à fait le profil. Tu vois ce que je veux dire? Là, même médiatiquement, elle est exclue dans les sondages d'opinion. Bayrou, qu'on avait fabriqué comme troisième homme pour niquer Le Pen. Aujourd'hui, Bayrou n'existe plus parce qu'on lui a coupé le micro. On a même oublié qu'il avait existé. Marine est toute la journée dans les médias, Bayrou n'y est plus. Et c'est là qu'on voit que le pouvoir de la banque achète les médias. Pourquoi la banque achète-t-elle les médias? Pour influer sur les esprits. Et il y a quand même, il y a des scénarios. Alors évidemment, c'est pas une science exacte, c'est pas du complotisme au sens débile du terme. Non. C'est que il y a des projets, il y a des brainstorming, il y a des tentatives il y a des plans A et des plans B. Et puis comme tu le disais, il y a des différents groupes. Il y en a qui tentent une expérience. Et puis Marine a été très, très bonne d'ailleurs, puisque je pense qu'il pensait pas qu'elle monterait aussi vite. Non. Mais rappelle-toi quand Mitterrand avait donné l'ordre. Encore plus haut aujourd'hui. Quand Mitterrand avait donné l'ordre qu'on invite Le Pen à une émission de grande écoute qui était l'heure de vérité. Il avait juste dit, faites-le venir, on a besoin de casser la droite. On est minoritaire, mais on gardera le pouvoir avec l'arc républicain. Le Bnebrit est venu par là, les réseaux maçonniques, blabla. Le Pen est monté à 15 très très vite. Il s'attendait pas à ce qu'il monte si haut et si vite. Derrière, il y a eu Carpentras. Boum, tu vois, c'est ça le système. C'est de la cuisine. C'est du bricolage, tu sais. C'est un peu, tu sais, la posture. Alors des fois, il y a des ratés, il y a du hasard, il y a du talent. Il y a du talent, c'est-à-dire que Marine apprend en pratiquant. Et ce que moi je remarque, d'abord moi je vais dire une chose, je m'étais violemment opposé à Marine quand j'ai quitté le front. J'avais fait un texte s'appelait Marine m'a tué, parce que j'étais persuadé et parce qu'on avait essayé de m'en persuader qu'elle roulait pour Sarkozy. Parfois je me trompe, il est évident qu'elle ne roule pas pour Sarkozy. Ça a couru longtemps ça, effectivement, il y a eu un truc... On est obligé d'admettre que c'est pas vrai. Les gens disaient elle cherche un strapontin dans le deuxième quinquennat. Et ben moi je reconnais humblement... Une dérive à la finie, on parlait. Je reconnais humblement que je me suis trompé, que cette analyse était fausse et qu'aujourd'hui prétendre qu'elle roulerait pour Sarkozy est de la malhonnêteté. Il faut de temps en temps admettre qu'on se trompe. Alors elle a beaucoup plus d'ambition que ça et là elle va détruire l'UMP, c'est clair. Ça c'est sûr, elle va les démonter. On continue quand même à parler de voyage en Israël, de sorte de... C'est autre chose. C'est ce que j'appelle Paris vaut bien une messe, tu vois. Ouais, c'est de la tactique. Excuse-moi, mais pouvoir, quand Henri IV a voulu devenir roi de France, il était protestant, s'est converti au catholicisme. C'est le pragmatisme. Est-ce que elle lutte, elle est à 24%. Elle fait pas des vidéos sur Internet comme moi ou comme d'autres guignols qui me donnent des leçons. Elle se bat. Elle est déjà la deuxième personnalité française dans l'ordre
politico-politicien. Quand tu es à ce niveau-là, de toute façon, tu ne peux pas être pro-palestinien. C'est ce que m'a avoué Fressinger devant témoin. Tu l'as écrit là. Il m'a dit, de toute façon, tu sais très bien, Alain, que si tu veux exister en politique, il faut être sioniste. Sinon, tu es un marginal. Il faut s'afficher sioniste. Ou alors, tu es Roland Dumas, c'est-à-dire que tu es en phase terminale d'un cancer et tout ton avenir est derrière toi. Et là, tu peux te permettre. Tu te lâches, ouais. Oui, comme c'est lâché Raymond Barre. Raymond Barre s'est lâché, vous vous rappelez, à la radio. Il est mort 15 jours après. Il savait qu'il lui restait 15 jours à vivre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Marine Le Pen, de toute façon, elle fait tout ce qu'il faut pour se rapprocher du pouvoir. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'elle fera ? À un moment donné, moi je cite Poutine. Je dis Poutine, la veille du jour où il a été désigné comme son successeur par Elstine pour continuer à travailler pour les oligarques, on pensait tous que c'était une petite merde. Tu vois ce que je veux dire ? Et il a baissé les yeux jusqu'au bout. Parce que s'il avait relevé les yeux, ne serait-ce que 24 heures trop tôt, ça s'arrêtait, son histoire. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'il avait un regard de coquer, on se souvient très bien. N'empêche que Khodorkovsky, il fait des moufles, il brode des moufles là, en Sibérie, et il lui a remis 8 ans pour tripotage homosexuel dans les douches. C'est-à-dire que, de toute façon, je ne peux pas savoir ce que Marine va faire, parce que je ne peux pas le savoir, mais de toute façon, si elle voulait faire quelque chose de l'ordre de réellement grandiose, par définition, elle ne me dirait pas, et personne ne doit le savoir. Oui, bien sûr. Sinon, on est dans l'extrême droite de bistrot, tu sais. Tu vois, on connaît tout ça. Il y a besoin de personne pour tout savoir. Voilà. Donc, de toute façon, je n'en sais rien. Je dis simplement que moi, je crois que l'oligarchie nous prépare un scénario de deuxième tour, Marine Strauss-Kahn, et que moi, je m'agace en ce moment et je me fâche même avec des amis ou des soi-disant militants de l'opposition, du combat, de tout ce que vous voulez, dont toute l'énergie est tournée à flinguer Marine Le Pen en permanence. Je veux dire, Marine Le Pen est peut-être sioniste en ce moment dans ses déclarations, mais qui est moins sioniste que Marine dans le personnel politique présidentiable ? Qui l'est moins ? Citez-moi. C'est une très bonne question, effectivement. Citez-moi, voilà. Donc à un moment donné, est-ce qu'on fait de la politique sérieusement ou pas ? Alors moi, je dis pas bravo à ce que raconte Marine. Il paraît que dans Elle aurait dit qu'elle avait une amie, je sais pas quoi, dans l'armée israélienne. D'abord, moi, je lis pas Elle. Ça m'agace de lire ça, mais je me dis, Marine Le Pen a montré un truc, c'est qu'elle progresse tous les jours. Et parce que, par exemple, tu vois, ce goinfré, quand t'as pas de formation économique, tu vois, l'économie, tu vois, le Maurice Allais, je suis désolé, mais Gollnisch ne l'a pas fait, ce travail-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai apporté ça à un moment donné au front en disant il faut absolument arrêter de se sortir de ce paradigme libéral que vous identifiez à la liberté, qui était le paradigme du père. Que je comprends. Hayek et compagnie. Voilà. Non, mais je suis libéral, je suis pour la liberté, je suis pour la libre entreprise. Et c'est exactement du Arlette Laguillet à l'envers. Les critiques de l'État. Patron de PME égale patron de multinationale. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Je veux dire, justement, c'est parce que je suis libéral que je suis anti-néolibéral. C'est parce que je suis un authentique libéral au sens respectable du terme que je lutte contre l'empire capitalisme financier actuel. Et puis à un moment donné, Marine Le Pen de ce point de vue-là fait un bon travail. Elle a une espèce d'humilité, c'est d'ailleurs un ovni en Europe parce que c'est peut-être le seul populisme anti-libéral. C'est ce que je dis. En ce moment, je dis ce qui est marrant, c'est que le sous-titre de mon livre, c'est Vers la gouvernance globale ou la révolte des nations. La révolte des nations n'a pas commencé dans les extrêmes droites du Nord qui sont libérales et sionistes, mais au Maghreb. Et c'est pas des révoltes. Ah ben ça tombe bien, je voulais. C'est pas des révoltes islamiques, C'est pas des révoltes islamiques, c'est des révoltes citoyennes. Je voulais te poser la question de ton sentiment et de ton analyse sur les récentes révolutions, révoltes. Comment on peut qualifier ça d'ailleurs de ce qui s'est passé au Maghreb? Là, c'est des mouvements importants. Quoi, d'émancipation, là aussi. Je pense que quelles que soient les manipulations et les récupérations, parce que le pouvoir impérial tente toujours de tout manipuler, tout récupérer. Alors tu crois qu'il y avait manipulation là-dessus ou pas? Ou il y a récupération, on peut l'envisager. D'abord, de quoi on parle? Moi, sur la Tunisie, t'as vu que j'avais balancé. La Tunisie, oui. J'avais balancé un truc chez Tadei, j'avais pas tort. Ouais. J'ai la clé de lecture. Si Ben Ali est parti aussi vite, c'est que l'armée l'a lâché. L'armée tunisienne n'était pas sous le contrôle de Ben Ali, mais sous le contrôle américain. Il le savait, il s'appuyait sur la police essentiellement. Et puis, la famille de sa femme, etc. Il y a quelques frictions d'ailleurs de police. Dès lors que ça, et en réalité, il y avait une espèce de régime mafieux qui est très anti-libéral quelque part, parce que ça fait beaucoup de pots de vin, beaucoup de dysfonctionnements. Tout le clan féminin de le clan de sa femme. Il s'appelle. Et à un moment donné, il y a eu de la colère populaire parce que effectivement, richesse mal partagée. Jeunesse et chômage, modèle occidental aussi par les médias, c'est-à-dire que les mecs sont sur un modèle citoyen, individualiste, etc. Et puis il y a Facebook, oui, tout ça. Et à un moment donné, ça pète parce que ça démarre sur un mec qui se fait immoler parce qu'un flic qui le raquette lui pique son chariot de 4 saisons, enfin des trucs sordides comme ça. Et puis à un moment donné, il y a une phase, il y a le truc critique et puis ça pète. Ça pourra péter en France. Les filles devant les boulangeries. Les sondages sont intéressants d'ailleurs. Comme ça peut péter demain en France, sur une manif pour le chômage qui, au lieu d'aller à Bastille Nation République,
République fait un crochet par l'Élysée et jette le président par la fenêtre. Parce que souvent, s'il y a 150 000 travailleurs qui arrivent devant l'Élysée, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils font? Le temps que Satori bouge, de toute façon... C'est fini, c'est fini. Ils arrivent, ils foutent le plumard en l'air, les God Michel, la cocaïne, tu vois, et tout se retrouve au milieu de la cour, tu vois, devant les journalistes, tu vois. Les syndicats sont là pour empêcher que ça arrive. Hein. Oui, bon, d'accord. C'est leur fonction première. Nation, Bastille, République. Des pauvres qui défilent pour rien devant des pauvres. Hein. C'est toujours ce que j'ai dit. C'est extraordinaire. Voilà, tu vois. Hein, rue de Rivaux-Olivier. Voilà. Alors oui, oui, alors la Tunisie, la clé, c'est qu'effectivement les Américains, enfin je dis le pouvoir impérial se dit que ce soit la mafia Ben Ali ou autre chose, il n'y a pas d'enjeu géopolitique majeur. On dégage Ben Ali, il part avec son chéquier. Voilà, l'armée lui dit on ne te soutient pas, il s'en va, il part en Arabie Saoudite d'ailleurs, comme par hasard. Voilà. Pareil, Et derrière, là, il y a un bras de fer effectivement qui se continue, de gens qui aimeraient réellement un changement de régime et des Américains qui se disent vaut mieux finalement qui essaient d'imposer le FMI et d'enlever un peu de mafia locale. Donc on ne sait pas si c'est une voyante et contre-productive. Donc on ne sait pas si c'est une résistance à l'empire ou finalement une mainmise supérieure de l'empire, parce qu'on paraît aussi qu'il y a des luttes entre banques islamiques et banques mondiales et qu'il y avait un réseau de banques islamiques qui était en train de se mettre en place au Maghreb et que ces révoltes peuvent aussi servir quelque part à dégager la banque islamique. D'ailleurs, les plus grosses banques islamiques venant d'Iran. Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture. Et en fait, on sait pas dans ces mouvements qui sont des mouvements effectivement de bras de fer quotidiens à plusieurs niveaux, si l'empire finalement va renforcer son pouvoir sur finalement un Maghreb qui était un peu du bricolage et finalement c'est le FMI qui va mettre de la rigueur là-dedans en s'appuyant sur les droits de l'homme aussi et des types. Ils ont essayé de mettre un ministre. On voit bien que ils sortent des pions qui sont à eux, etc. Et puis un peuple qui dit non, on n'en veut pas. On veut réellement plus d'autonomie, des élites moins illégitimes. Mais alors il y avait un vrai paradoxe en Tunisie, c'est-à-dire que tu parles effectivement d'un pouvoir mafieux et assez dictatorial et en même temps un système éducatif qui a fait pousser et germer toute une génération de gens qualifiés. En capacité de penser, d'analyser et de critiquer. Ils sont sur le modèle occidental. C'est pour ça que la grille de lecture islamique, parfois de Marine, est totalement fausse et un peu déprimante. Oui, mais elle fait grimper les sondages. Ouais, mais il faut avoir une stature de chef d'État. Et puis moi, la morale, j'y crois un peu aussi quand même. Hein. Enfin, c'est mon boulot à la limite. Parce que c'est absolument pas les islamistes qui ont fait péter ni la Tunisie, ni l'Égypte, ni la Libye. Hein. Ils sont même plutôt en retrait. En réalité, la religion d'État là-bas sert à calmer les populations. Parce qu'une certaine lecture de l'islam fait qu'on ne fait pas de politique. On est du côté de l'ordre, il faut pas oublier. Il y avait une analyse assez intéressante. Il y a tout un islam un ordre musulman de préférence. Mais c'est pas ça. Arrête tes fixettes. Je te dis que l'islam du Maghreb, qui n'est jamais l'islam du Maghreb, qui est toujours un islam sous domination étatique, est exactement ce qu'était le catholicisme de la Troisième République, qui était la bigoterie de province, qui était un système réactionnaire, en réalité au service de l'ordre bourgeois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un islam bigot d'État au Maghreb et dans le monde arabe, qui est en fait un islam de soumission au pouvoir politique et qui n'est jamais un islam islamique en réalité, tu vois. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est que dans tous ces pays-là, les musulmans n'ont jamais le pouvoir en tant que musulmans. C'est toujours une religion d'État sous contrôle d'un pouvoir politique qui d'ailleurs brime les islamistes en général, c'est-à-dire ceux qui veulent réellement se rapprocher. Mais on l'avait vu en Tunisie, en Algérie, on les instrumentalise. Non, en Algérie, le fils avait gagné les élections. Et c'est l'État qui a créé les GIA. 150 000 morts pour éviter justement que ça devienne un régime islamique. Donc en réalité, dans ces pays qu'on appelle musulmans, qui sont en fait des États-nations. Hein. La Tunisie, c'est pas l'Égypte. Ils couchent pas ensemble. Il n'y a pas de Oumma. Tu vois ce que je veux dire? L'Oumma n'est pas accompli. À chaque fois, ce sont des pouvoirs nationaux, économiques et politiques qui, en fait, se servent d'une religion d'État qu'est l'islam, en brimant les islamistes toujours, tu vois. Et en ayant d'ailleurs, exactement comme chez nous, là, les imams de Drancy, etc., qui sont des gens qui disent en période de trouble, on l'a même vu en Égypte avec certains frères musulmans âgés, l'islam n'est pas pour la révolution, l'islam est pour l'ordre. Ne bouger. C'était plutôt ils ont plutôt calmé le jeu. Ce qu'on a vu en Égypte et ce qui était assez intéressant, c'est la mauvaise surprise qu'ont eu les frères musulmans et leur incapacité à réagir. C'est pas eux qui ont créé le mouvement. Et ils ont été obligés de reprendre des mots d'ordre. C'est comme le PC avec mai 68. Le PC n'avait pas vu le truc venir. Ils l'ont pris en route. C'est pour ça que ce que je veux dire, je veux pas dire grand-chose. Je veux dire que la lecture de l'islamisme conquérant, djihadique, qui fait bouger le monde et qui le déstabilise, à mon avis, est une création des néoconservateurs et hollywoodiennes. En réalité, on voit qu'en Égypte, la clé n'est pas l'islam, c'est plutôt un modèle finalement d'émancipation citoyenne à la française, et qui est lié en réalité presque à une occidentalisation.
Hein, c'est la thèse que défendait feu Bruno Etienne, ancien professeur à Sciences Po. C'est celle aussi de Todd, d'Emmanuel Todd, qui regarde les statistiques de naissance, de Bruckner aussi. Les natalités, etc. C'est les familles qui font 3 gosses et qui pas dit 8 qu'en gosses. fait, toutes ces crises islamistes, entre guillemets, sont des crises de sortie du monde musulman, en fait. Et puis d'une occidentalisation du monde musulman. Et puis des prurites aussi liées à une humiliation incroyable de l'Empire. Faut oublier que c'est l'Empire qui attaque le monde musulman en permanence, pas l'inverse. Il me semble pas que l'Irak nous ait envahis, que l'Iran nous menace de sa bombe atomique qu'elle n'a pas, etc. Mais alors, comment lire le revirement libyen à l'heure actuelle? Alors voilà. Donc la Tunisie, c'est une chose. L'Égypte, c'est encore autre chose. Oui. Et moi, je dis la clé de l'Égypte. Tous les c'est jours, aussi l'armée, l'Égypte. Oui, bien sûr. Mais la clé de l'Égypte, je dis que l'Égypte, c'est beaucoup plus grave parce que c'est le verrou de Gaza. Et là, les Israéliens sont beaucoup plus inquiets de ce qui se passe en Égypte. Ah, ils l'ont dit. Hein. Et c'est évident. Et moi, je dis qu'on verra qui a gagné du peuple ou de l'Empire en Égypte si le blocus de Gaza est débloqué ou pas. C'est la clé de compréhension. Et c'est sur cette question-là qu'on verra le reste, savoir s'il y a les mini-jupes, Twitter, Canal+, et 28 chaînes de télé. Bon, pour moi, c'est accessoire. C'est pas ça. Mais on verra, ça va prendre encore quelques temps, puisque ça se joue tous les jours. Si le verrou de Gaza est débloqué du côté égyptien, c'est quelque part quand même que les Égyptiens auront gagné. Parce qu'eux, ils sont pro-palestiniens, etc. Si ça se maintient tel quel, c'est que l'Empire aura réussi à garder l'essentiel, hein, peut-être en lâchant sur des trucs sociaux, etc. Et ça, à un moment donné, je veux dire, c'est le seul marqueur décisif. Gaza. Verrou, blocus, parce que le blocus de Gaza, c'est l'Égypte. Hein. Si ça pète de ce côté-là, c'est fini. Est-ce que ça sera bloqué pas? La Libye, c'est encore autre chose. Oui. C'est que profitant de ces deux mouvements relativement spontanés, là, je crois que c'est une révolution verte à la Soros. L'Empire, qui en fait contrôle déjà en grande partie la Libye, parce que Kadhafi, pour garder son pouvoir, est obligé de donner beaucoup de gages, ont tenté de le putcher. Ils l'ont putché avec un truc à ce qu'on appelle révolution verte. Hein. Oui. Et là, c'est totalement une opération montée de l'extérieur avec des appuis intérieurs. Une BD cochon bis. Voilà, exactement. Il a été pris un peu à froid au début. Oui, et maintenant, ils ont joué sur les divisions tribales. Et maintenant, il se rebecte et il va gagner. Et à mon avis, après réflexion, les Américains vont pas aller le combattre. Ils vont négocier avec lui. Ils semblent pas très chauds. C'est très dangereux. Ils sont en train déjà de négocier avec lui. Et moi, le message, ils ont pas besoin du pétrole libyen. Ridiculisé avec Juppé là. Ils ont pas besoin un temps de retard en Tunisie, 2 temps de trop loin. Je crois que les Américains nous envoient comme crétins, comme fausses pistes à chaque fois. On est systématiquement. Et c'est la même lecture que je veux faire, c'est que les pauvres Libyens qui ont bougé sur ordre des Américains, c'est comme en Ossétie, en Géorgie, etc., vont être abandonnés à leur sort. Comme chaque fois qu'on obéit aux Américains, on est puni. Et évidemment, la reprise en main va être terrible. Ah ouais, il va y avoir un carnage. Et on va les laisser se faire massacrer sans aucun problème. Hein, voilà. Et donc, moi, le message que j'envoie, quand un Américain vous propose de faire un sale boulot, refusez toujours. C'est parce que de toute façon, quels que soient les torts que Kadhafi peut avoir, moi, de toute façon, quand je vois Bernard-Henri Lévy dire qu'il faut aller contre Kadhafi, je sais déjà qu'il ne faut pas bouger, au mieux. Et de toute façon, Kadhafi a déjà gagné. Et ça, je le dis depuis plusieurs jours. Et voilà, ça c'est. Ils ont essayé en 3 jours de faire le coup, ça a raté. Ce genre de poupouch assez illégitime doivent se faire très vite. Parce qu'en réalité, le peuple n'est pas avec eux. Le peuple... oui, c'était voilà. Panama... Et c'est raté. Et c'est raté. Et voilà. Et donc finalement, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Et c'est pour ça qu'on voit que ce sont des nations et que c'est pas une vision... le monde musulman bouge. En réalité, non, c'est la Tunisie qui a bougé, l'Égypte qui a bougé et la Libye qui a bougé pour 3 raisons, je veux dire, relativement différentes, avec des manipulations... Sur fond de crise économique également. De crise économique et de jeunesse. Et de jeunesse chômeuse aussi. De jeunesse chômeuse. Et de crise organisée par le FMI. N'oubliez pas ça. À cause de l'orthodoxie néolibérale. Voilà, la spéculation sur les denrées. L'Empire, à chaque fois, qui crée de la violence. C'est-à-dire des élites qui tapinent pour le sionisme, on va dire, et une crise économique provoquée. C'est-à-dire des élites doublement illégitimes, puisque une population appauvrie et chômeuse, qui en veut à des élites qui, en plus, trahissent qui sont pour eux des fondamentaux populaires, le soutien aux musulmans palestiniens, etc. Ce qui veut dire que ces élites, des dominions de l'Empire qui obéissent à l'Empire, tout en obéissant à l'Empire qui les maintient au pouvoir, les met doublement en danger. Parce qu'elles appauvrissent leur peuple et elles les montrent comme totalement illégitimes par rapport à des fondamentaux qui sont notamment l'islam, la cause palestinienne. Ça veut dire qu'elle les tient et elle les met terriblement en danger. Et ce qui veut dire que obéir à l'Empire est une situation très inconfortable. Et on le voit d'ailleurs pour Sarkozy, je veux dire aujourd'hui, qui quelque part aujourd'hui maintenant était un one-shot, un président à un coup, et là, il ne fait qu'en prendre plein la gueule. Hein, je veux dire, et je crois que l'Empire est en train de le liquider. Ils ne le sauveront pas. D'aucuns disent qu'il ne terminerait même pas, le quinquennat.
En tout cas, il est en très très mauvaise posture. Je pense je l'annonce depuis très longtemps et aujourd'hui, je peux le dire encore un peu plus fort parce que ça fait des mois que je le dis, il sera pas au deuxième tour. Je pense qu'il est obligé d'y aller pour le scénario global parce qu'il faut qu'il y aille, sinon ça fait un gros trou dans lequel Marine. S'il va pas au premier tour, Marine peut être élue dès le premier tour parce que n'oublie pas que l'Empire met un truc en place qui est Marine comme sparring partner de Strauss-Kahn, mais il faut pas qu'elle gagne. Tu vois, bien sûr. Dans leur esprit. Et pour ça, il y a des choses, des erreurs. Il y a quand même des choses un peu moins maîtrisées. Parce que si Sarko s'en va, c'est très dangereux parce que c'est pas Strauss-Kahn qui risque de prendre les voix de Sarko. Hein. C'est clair. Alors, il nous reste quelques minutes, 3-4 minutes, mon cher PGL. Pour clore, tu te douteras, Alain, que ton dernier chapitre, là, concernant justement tes positions assimilationnistes concernant les musulmans patriotes, ne vont pas faire l'unanimité dans la mouvance en général. Mais moi, je pense que simplement un petit truc. Tu crois pas qu'en renvoyant dos à dos Islam Racaille et identitaire niçois, tu pousses peut-être un peu loin, tu vas te faire de grands amis? Non, mais je cherche pas à me faire des amis. Je dis que je sais bien, aujourd'hui, un homme. C'est pas un peu poussé de. Non, je pense qu'il y a des gens qui sont. Il y a des échelles dans la politique, il y a des niveaux. Il y a des gens qui se posent la question de la France comme nation. Et qui sont obligés d'être un peu raisonnables, un peu sérieux. Puis après, il y a des gens qui ont des petites boutiques locales et qui peuvent s'amuser. Moi, je pense qu'un type qui se dit, voilà, nous, notre projet, c'est la Reconquista, etc. Il n'est pas dans... Il joue en 5e division. C'est Guignon, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le Real de Madrid. Parce qu'en réalité, ça, je veux dire, pour moi, c'est comme les islamo-racailles qui te parlent de djihad. C'est-à-dire que ces gens-là travaillent au conflit de civilisation et à la guerre civile. C'est pas faisable et ça peut être que dévastateur pour la France. Parce que ça ne se passera pas comme ça, on le sait, quand on a... Même moi, quand j'en parle avec Le Pen... Tu as l'air de montrer que les clivages, au sein de la communauté maghrébine et le rôle qui est promené serait déterminant dans l'avenir de notre pays. Non, je crois qu'il y a... Tu donnes le sentiment que le peuple de Souchet, entre guillemets, peut être un petit peu sur la touche. Non. Je dis qu'il y a par manque de virilité ou j'en sais rien. Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis que de toute façon, la question du sous-chien, j'en parle pas. Elle est acquise. Le sous-chien est chez lui. Il a vocation à se faire respecter. Sa position n'est pas discutable. Et d'ailleurs, si je me suis fait agresser à la main d'or par la bande de Gamal Abina, c'est-à-dire des indigènes de la République, c'est que je leur conteste le terme d'indigène. Les indigènes, c'est nous. Hein, ça c'est clair. Ouais. Voilà. Et moi je ne suis pas par quel et quand il me traite de colon, je dis c'est pas acceptable parce que pour être colon, il faudrait que je sois de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis chez moi. Donc n'oublie pas que je mène un combat difficile parce que mais je sais bien. Voilà. Donc moi je dis simplement, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent au choc de civilisation. Et il faut des deux côtés. C'est les salafistes en carton-pâte qui ont vu un prophète et qui mélangent la mosquée avec le trafic de drogue. Et ces gens-là méritent d'être mis en place par les vrais musulmans. Parce qu'il y a des vrais musulmans, tu vois, ce qu'on appelle les islamo-racailles. Et puis de l'autre côté, il y a des identitaires qui jouent un jeu aussi, d'ailleurs, maqué avec les sionistes, maqué avec riposte laïque. Là, c'est pas la tradition, hein. C'est le Benny Britt au-dessus, hein, quand tu regardes. Hein. Et qui, effectivement... Il faut deux méchants pour qu'il y ait bagarre, tu vois. Et ça s'appelle le piège du conflit de civilisation et du choc de civilisation, qui est la stratégie néo-conservatrice. Et je dis aux identitaires niçois, quels que soient vos problèmes d'échelle niçoise, peut-être vous en avez marre de voyous qui vous respectent pas, etc. Ça peut pas être une politique à l'échelle nationale parce que ça c'est tombé dans le piège qui est déjà programmé pour détruire la France, qui a détruit le Liban, qui a détruit la Yougoslavie, etc. Et on a le recul historique pour ça. Je dis aujourd'hui, nous avons des gens sur notre territoire qui ont compris le piège des SOS racisme, et beaucoup l'ont compris, hein, qui ont compris le piège de la Mitterrandie et du PS, et qui veulent uniquement être des citoyens français, et qui en plus... Comme par hasard, les seuls qui s'en sortent dans ces communautés qu'on appelle de banlieues des quartiers sont les musulmans, parce qu'ils sont structurés par des valeurs et par la famille. Les bandes ethniques sont des bandes noires, tu vois ce que je veux dire? On confond tout. Pas seulement, oui, elles ont remplacé les premières qui les étaient... Les musulmans sont pas... Il n'y a pas de bande ethnique musulmane. Hein. C'est pas les rappeurs déguisés en machin. Les vrais musulmans aujourd'hui... sur le rail maintenant. Vrais musulmans aujourd'hui, c'est surtout une moyenne bourgeoisie émergente, entrepreneuriale, et qui produit, à mon avis, une vision qui est, j'appelle ça le front de la foi, qui est très proche de la vision traditionnelle. C'est-à-dire que finalement, ils sont sur la droite des valeurs. On va devoir s'arrêter là parce qu'on est déjà à moins de 30 secondes de la fin de l'émission. Ce que je propose, c'est qu'on te réinvite, Alain, sur ce sujet brûlant. C'est un sujet très, très dangereux, très compliqué. Il me reste juste 10 secondes pour saluer tous les gens de R et tous les auditeurs qui souhaitaient que tu passes à l'émission. Voilà, j'espère que vous serez contents d'avoir entendu Alain et puis on le réinvitera pour tout ça. C'était le lieutenant Sturm à la barre de l'émission Méridien Zéro consacrée à l'ouvrage d'Alain Soral, Comprendre l'Empire. Bonne soirée, à l'abordage et pas de quartier. Merci à vous.